Eh, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guzney m'appellent le chair. Les Fimbi 500. Mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représente Abdoulaye Sect. God is the greatest, man. Bienvenue sur We Hustle. C'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Hugo, take a seat, non? Bruce Dombolo, Alaki Sara, PDG. On y va. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier d'accueillir mon homeboy. Entrepreneur. Homme de cœur. Homme qui nous fait du bien. Philanthrope. L'homme que l'on nomme Zach Nani. Ah, tu viens de me régaler. Quel plaisir de voir cette introduction que j'ai vue plein de fois en vrai. Ouais. Tu l'as fait mais tellement bien, je te jure, ça m'a trop fait kiffer. Là, j'ai pris des secondes de kiff, tu vois. Ça fait chaud au cœur, mon cher frère. Merci pour tes mots déjà. Merci pour tout ce que tu incarnes, tout ce que tu véhicules. Comme je te le disais juste avant de démarrer, t'es une bouffée d'oxygène. Et il fallait que je te le dise déjà dans un premier temps. Merci. Et il fallait qu'on converse dans un second temps. Totalement. Bah déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand plaisir de venir sur une émission que je suis moi-même. T'as dit que j'étais une bouffée d'oxygène, ça fait plaisir à entendre. Sache que j'aime beaucoup ce que tu fais également. J'en ai parlé plein de fois en live et je tiens à préciser dès le début de l'émission que je suis admiratif d'un truc, c'est de tes invités et du parti pris que tu as sur tes invités. Parce que tu es autant capable de recevoir quelqu'un de très connu, qui a une carrière, qui parle à tout le monde, que des personnes qui, des fois, sont un peu moins connues, mais qui ont quand même des histoires, des parcours ou des thématiques super intéressantes à aborder. Et ce parti pris, moi, je le trouve incroyable là où, dans beaucoup d'émissions, c'est souvent un peu la course aux audiences, aux chiffres, aux stats. Toi, t'en as rien à foutre. T'as un parti pris, c'est d'avoir des fois des personnes qui sont moins reconnues et tu les reçois quand même pour ça. Et c'est souvent même certaines des émissions les plus intéressantes que tu peux avoir. Donc, ça fait chaud. Franchement, je kiffe ça, tu vois. Genre, avoir une semaine, tu vois, Jérémy Ménez ou quelqu'un comme ça, et la semaine d'après, une personne où quand tu vois le nom, t'es là, ok, mais ok, il parle de ça, ok, ça peut être intéressant, on va cliquer. Donc, bravo. Merci pour tes mots, cher frère, sincèrement, frangin. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Bien sûr. Je m'appelle Zakaria, Haddad Zakaria, Zach Nani, le pseudo sur Internet. Je suis créateur de contenu depuis maintenant 10 ans. J'ai commencé en 2015. Avant ça, j'étais joueur de jeux vidéo. Voilà, joueur compétitif, c'est-à-dire que je faisais des tournois en France et en Europe sur la licence Call of Duty, tu dois connaître. Et on avait un bon niveau. Voilà, on était plutôt correct. Et de là, on a commencé la création de contenu via le stream. Donc, c'est-à-dire que je rediffusais les parties que je faisais, ce qui m'a créé une première audience. Et après, derrière, on a commencé les vidéos YouTube à partir de fin 2014. D'abord avec des rediffusions de ce que je faisais en live, et puis ensuite des vidéos, d'abord sur le sujet du jeu vidéo, et après, au fur et à mesure, on a fait évoluer. Maintenant, on fait plus trop de jeux vidéo, on fait totalement autre chose. J'avoue que c'est moins d'actualité, mais voilà, dans les grandes lignes, ce que je fais et qui je suis. Et c'est magnifique. Bon, tu sais qu'on va parler de tout ici. Hein. Il n'y a aucun problème. Je sais où j'ai mis les pieds. Magnifique, Zach. Alors, moi, je veux que tu me parles déjà dans un premier temps de ta jeunesse, s'il te plaît. Toi, tu es lyonnais d'origine. Exact. Qui était le jeune Zakaria? Tu l'as dit, je suis lyonnais, donc je suis né, j'ai vécu à Lyon une grande partie de ma vie. Jusqu'à encore très récemment, je disais toute ma vie, mais ça fait 2-3 ans que j'habite à Paris à plein temps, donc on va dire une grande partie de ma vie. Lyon, j'ai un peu vadrouillé partout dans Lyon, donc j'ai habité à Lyon 3e, pas loin de la gare, dans le quartier de la Villette, pour ceux à qui ça parle. Sinon, j'ai également vécu à Rieux quand j'étais plus jeune, Villeurbanne, donc c'est des communes juste à côté de Lyon. J'ai vécu quelques mois dans le 5e, donc c'est-à-dire le vieux Lyon, ou alors à Vèze dans le 9e, pas loin du théâtre Nouvelle Génération. Là, comme ça, moi, je donne toutes les informations. Donc lyonnais, et après derrière, j'ai eu des études, un parcours scolaire normal, donc bac ES. Après avoir fait bac STI 2D dans un premier temps, donc j'ai commencé en bac STI 2D parce que j'aimais bien le lycée dans lequel j'étais.
Et en fait, c'était un lycée où j'ai fait ma seconde, mais qui ne proposait pas de filière économique ou autre que le scientifique. Il faisait que du S ou du STI 2D. Donc là, vraiment, je parle pour les anciens. STI 2D, là, déjà, je pense, pour beaucoup, avec les réformes du bac et tout, ça parle moins. D'accord. Donc, j'ai fait bac STI 2D. Donc, en fait, je voulais rester dans mon lycée parce que je m'y plaisais bien. En première, au lieu d'aller là où mes forces étaient, donc l'histoire, les langues et toutes ces matières, je suis allé en STI 2D. Au bout de 1 an STI 2D, quand mes profs ils ont vu mes notes, j'avais genre des bonnes notes en histoire, en anglais, en français, des notes un peu moyennes dans les matières scientifiques. Ils m'ont fait bon, qu'est-ce que tu fais là? Je leur ai dit bon, j'ai pas envie de redoubler, donc j'ai pas envie de redoubler pour faire une première ES. Sachant que j'avais déjà redoublé ma seconde. Mon but, c'était pas de faire le grand chelem, redoubler seconde, première, terminale. Donc, je leur ai dit, moi, je vais continuer STI 2D parce que j'ai pas envie de redoubler la première. Et ils m'ont dit, mais tu peux passer en terminale ES directement. Bah, tu vois, je savais pas que ça, c'était possible. Et ben, ils me l'ont dit. Ils m'ont dit, il suffit juste que tu trouves un lycée qui t'accepte. Donc, j'étais au lycée La Martinière Montplaisir, qui est un lycée qui est un peu réputé à Lyon. C'est pas un très bon lycée non plus. Je suis pas en train de dire que j'étais dans les trucs d'excellence, mais c'était un bon lycée à Lyon. Et je suis allé dans le lycée à proximité de chez moi, à la Villette, qui s'appelle La Cassagne. Et j'ai fait toc, toc, toc. Bonjour, j'habite dans le quartier. Je suis en première STI 2D à La Martinière en plaisir. Est-ce que vous m'acceptez dans votre terminale ES? Ils m'ont dit oui. Voilà. Donc, j'ai fait de première STI 2D à terminale ES. Et j'ai eu mon bac ES en 1 an de formation sur 2. Okay. Mais bon, après, c'est pas non plus un exploit. On était dans une petite classe d'une quinzaine. J'ai eu le bac très juste à 10,13-14, un truc comme ça. Mais ça a suffi. Donc, alhamdoulilah. Et voilà, après, un parcours post-bac où j'ai fait une école correcte, l'INSEC, qui est sans doute, ça va parler à des gens, c'est un groupe assez connu. Donc, bac bachelor, donc bac plus 4. J'aurais pu faire bac plus 5, mais à ce moment-là, j'avais déjà commencé la création de contenu. Donc, une fois que j'ai fini, que j'ai validé un diplôme qui a été reconnu par l'État, j'ai pris à plein temps le métier de la création de contenu. Donc, voilà. C'est magnifique, très belle histoire, sincèrement. Mais j'ai cru comprendre que pendant un court instant, tu avais vécu aussi à l'étranger. Exact. D'accord. Aux États-Unis? Ouais, totalement. D'accord. Déjà, tu étais jeune, mais je suppose que tu as quand même quelques flashbacks. Totalement. Ok. Parle-moi de cette expérience, s'il te plaît. Alors, je viens d'une famille, donc je suis d'origine marocaine. Donc, mes 2 parents sont marocains, sont nés là-bas. Ma mère est venue en France dans un premier temps. Elle a eu un premier mari avec lequel elle a eu mon grand frère et mes 2 grandes sœurs. Et ensuite, derrière, elle a divorcé. Elle a eu un autre mari, qui est mon père. Et du coup, elle a eu 2 autres enfants, moi et ma petite sœur. Mon père nous a rejoints à ce moment-là en France. Donc, il est arrivé en France en 95, l'année où je suis né. Ok. Et en fait, au bout de quelques années en France, dans les années 2000, il se trouve que mes parents ont eu l'occasion de pouvoir s'installer aux États-Unis, car on avait déjà de la famille là-bas. Donc, j'ai déjà de la famille là-bas, j'ai encore de la famille là-bas. Donc, tantes, cousins, cousines qui vivent là-bas et qui ont des métiers normaux, bref, classiques. Et donc, du coup, à cet égard, à cette occasion-là, on est allé s'installer là-bas dans les années 2000, au tout début, année vraiment 2000-2001. Donc, j'avais 5-6 ans et on s'est installé là-bas. Mon père travaillait dans le métier qu'il a tout le temps fait en France, à savoir camionneur, sachant qu'il était prof de maths quand il était au bled. Ok. Donc, en fait, c'est assez marrant. Mon père, il a un parcours de vie qui est vraiment particulier. Il a fait prof de mathématiques au Maroc. Et il s'en sortait bien, c'était un prof, quoi. Et en fait, quand il est venu s'installer en France, ma mère était enceinte de moi. Et en fait, il a fallu faire un choix. Le choix était que soit il passait une équivalence de ses diplômes, parce qu'en fait, le diplôme marocain scientifique n'était pas reconnu en France. Donc, pour pouvoir faire prof de mathématiques en France, il fallait qu'il repasse un diplôme. Donc, une équivalence. Je ne sais pas combien de temps ça dure, 1 an, 2 ans, mais voilà. Ou alors, il repartait de zéro et il changeait de métier. Mais en même temps, ma mère était enceinte. Moi, j'allais arriver. Tu viens d'arriver dans un pays, tu n'as pas le temps de refaire les cours. Donc, mon père a fait le choix de devenir camionneur. Donc, après, il faudrait lui demander pourquoi camionneur en particulier, mais voilà. Et donc, du coup, aux États-Unis, il était camionneur. Donc, il rechargeait des supermarchés, si tu veux tout savoir. D'accord. Et après, derrière, on vivait en Floride, à Orlando, pas loin de Miami. Ça a duré quelques mois, 1 an à peu près. Et puis, on est parti un peu après les attentats du 11 septembre, dont j'en avais parlé. Notamment parce qu'à l'époque, en fait, ça a été une conjoncture de plein de trucs. Grosso modo, la situation personnelle et familiale qui a fait que, et puis l'ambiance hostile de l'époque qui a pu résulter des attentats du 11 septembre, qui ont fait qu'à la fin, on est re-rentré en France. Et ça, vous l'avez vraiment senti? Oui, on l'a vécu.
C'est pas la seule raison, hein, je vais pas non plus inventer, parce que moi, j'avais 5-6 ans, donc je vais Mhm. pas te dire qu'à 5-6 ans, j'ai ressenti un racisme profond, mais disons que du voisinage qui était plutôt sympathique avant est devenu un peu moins sympathique après. Mhm. Et donc, quand tu prends la conjoncture de tout ça, ça a fait qu'on est rentré, sachant qu'il y a aussi eu un autre événement familial sur ces années-là, ça a été le décès de mon grand frère. Donc, mon grand frère est décédé au début 2001. Et après son décès, on a dû rentrer pour s'occuper des différentes choses, quoi, tu vois. Paix à son âme. Il est décédé aux États-Unis? Non, il est décédé en France. Lui est décédé en France, accident de voiture. C'est en gros un accident de voiture. Moi, de ce que j'ai compris, hein, parce que j'étais jeune, donc on me l'a expliqué, il arrivait donc dans un virage, tu vois, dans un lieu, et en fait, il y avait une sortie de camion. Et il y avait un camion qui était mal stationné. Mhm. Donc, c'est-à-dire que le camion dépassait des limites qui lui étaient autorisées pour pouvoir justement décharger. Et mon frère, lui, il arrivait, virage, boum, il est mort sur le coup. J'en parle de manière vraiment assez libre, ça me touche pas trop parce que j'ai de très bons souvenirs de lui. Donc voilà, je regarde souvent des photos, des choses de lui, et surtout dans ma famille, on a fait la paix sur ça. Il n'y a pas de souci. De ce que ma mère me racontait, il y a eu un procès qui a suivi, mais elle a pardonné à la personne qui est responsable du décès de mon frère. Donc typiquement, la personne qui est responsable du décès de mon frère, même si je le rencontrais, j'aurais pas de rancœur à son égard parce qu'on a fait la paix avec ça. Parce qu'on a eu la chance de pouvoir le faire. Aussi, j'ai été élevé comme ça. Tu vois, j'ai été élevé dans le sens de le pardon, c'est important. On faute tous à plein d'égards dans la vie. Et donc, du coup, on est rentré en France. Après, d'ailleurs, on a passé aussi quelques mois au Maroc parce qu'on allait enterrer mon frère au Maroc. Donc, il a fallu passer quelques mois au Maroc. J'étais scolarisé au Maroc. J'ai fait un an d'études là-bas. Un an où j'ai appris l'arabe, appris à l'écrire, à le lire. Et j'ai tout oublié. D'accord. Et là, en ce moment, je reprends des cours d'arabe pour pouvoir reprendre ce que j'ai oublié, alors que quand j'étais petit, j'avais appris à lire l'arabe, des autodictées. J'avais passé un an d'école au Maroc, à Mohammedia, donc c'est une ville qui est à côté de Casablanca. Et donc, du coup, voilà, on est rentré des États-Unis, passé quelques mois au Maroc, et puis après, en 2001-2002, dans ces eaux-là, on s'est réinstallé en France, entre guillemets, définitivement. Et comment ça se passe quand tu changes constamment d'environnement? Tu sais, parce qu'on a toujours pour habitude de dire que les enfants s'adaptent plutôt rapidement, Ouais. mais c'est pas tout le temps le cas aussi. C'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Dans ton cas, comment c'était? Alors, je peux te dire qu'avec la façon dont ma famille le faisait, j'ai jamais eu de problème. Dans la mesure où, en fait, quand on est arrivé aux États-Unis, on était dans un cadre où il y avait quand même de la famille. Donc, c'était pas un grand bond vers l'inconnu total, dans la mesure où il y avait quand même des proches, sans doute des cousins, des choses. Donc, en vrai, j'étais pas complètement perdu. Et j'ai des bons souvenirs de ça parce que on était dans une résidence qui était sympa. Mon père, il me sortait, je me rappelle, il nous achetait des donuts et de la boisson bleue. Alors, je sais pas si c'était du Powerade, mais c'était une boisson façon à l'américaine, quoi, Ok. tu vois, un truc un peu extravagant. On allait dans les parcs d'attractions à l'époque. Donc, la vie aux États-Unis, aucun problème. Franchement, j'en garde des bons souvenirs. Je regardais des dessins animés à la télé où je ne comprenais rien du tout. Parce que je parlais pas anglais, logique, et je vais pas te dire qu'à 5-6 ans j'ai appris l'anglais, j'ai pas appris l'anglais à ce moment-là, mais j'ai jamais eu trop de soucis. Et puis après, derrière, Maroc, moi je suis allé les 18 premières années de ma vie, je passais 2 mois par an au Maroc. Donc quand il a fallu vivre au Maroc, aucun souci. On a été scolarisés, on avait un appartement dans une résidence où c'était très très bien. On a même vécu, alors là c'est pour les Marocains, c'est très précis ce que je vais dire, mais peut-être certains s'en rappellent, en 2001-2002, dans ces années-là, il y avait eu des inondations dans la ville de Mohammedia. Il y avait eu des inondations où, je sais plus pour quelle raison, peut-être un barrage qui avait cédé ou quoi, et l'eau était montée dans toute la ville, mais à un niveau où en fait sur les résidences où les immeubles étaient majoritairement blancs, tu voyais la trace du niveau de l'eau, où c'était allé très, 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 très haut. Et ben moi, je vivais au Maroc sur cette période-là. Donc, je m'en rappelle vraiment. Donc, j'ai été scolarisé là-bas, aucun souci. Au Maroc, franchement, on s'en est, entre guillemets, bien sorti. Et après, le retour en France, pareil, pas trop de problèmes. Le seul problème, à la rigueur, c'était à l'école. Donc, j'avais raconté cette anecdote où on a été scolarisé en CE1 dans un premier temps, parce que c'était mon âge de l'époque, CE1. Et en fait, quand j'arrive au CE1, moi, j'ai fait l'école au Maroc. École au Maroc, c'est un très bon niveau. Je me rappelle, j'étais gamin, que j'avais beaucoup d'arabe, de français, mais aussi d'anglais. Sauf que le niveau de français était un petit peu en deçà de ce que tu avais à ce moment-là en France. Et je me rappelle, je vais premier jour en CE2, donc on arrive en CE1, pardon, en cours d'année. J'arrive en cours d'année, genre en février, un truc comme ça. Et la maîtresse, le soir, après le premier jour, mais je me rappelle vraiment cette scène, elle est trop drôle. Je suis devant l'école, je vais voir la maîtresse, je lui dis, c'est quoi les devoirs pour demain? Et elle me dit, il faut réviser les verbes. Et là, je la regarde et je lui dis, mais c'est quoi un verbe?
je ne savais pas ce que c'était parce que je ne l'avais pas appris. À ce moment-là, elle voit, elle fait ouf. Ah oui, le gamin là, il est un peu en retard. Donc elle avait donné un livre de révision comme ça. Elle a dit à ma mère, c'est simple, c'est soit pas il connaît par cœur, mais en profondeur, Faut bûcher. Ouais. soit il redouble. Et donc du coup, avec ma mère, je me rappelle, on avait bûché pendant quelques mois et j'étais passé en CE2 sans trop de problèmes. Merci déjà de nous partager tout ça, Zach. Hein. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Et tu sais, est-ce que aujourd'hui, avec le recul, tu as conscience de la chance que tu as eue déjà? Totalement. Alhamdoulilah, moi, c'est un truc que j'ai toujours dit, c'est que je n'ai manqué de rien. Tu vois, je ne suis pas issu d'une famille riche. Ma mère, elle était employée polyvalente à Monoprix. Voilà, si tu veux tout savoir, Intermarché puis Monoprix à Lyon. Et après, elle a eu un accident de travail qui a fait qu'elle a dû arrêter de travailler. Et mon père, lui, a été camionneur. Donc, c'est pas des métiers qui sont les métiers les plus rémunérateurs. Mais je n'ai jamais manqué de rien. Et ça a toujours été la devise de mon père. Ça, la devise de mon père, ça a été « vous manquez de rien ». C'est le plus important. C'était le plus important pour eux. C'est-à-dire que on n'a pas les derniers outfits. J'ai pas eu les dernières consoles le jour de leur sortie. Un peu après. J'ai pas, quand PES sortait en septembre, je l'avais en janvier. Okay. Mais on n'a jamais manqué de rien du tout. Et on a eu la chance de pouvoir aller en vacances l'été. J'ai eu la chance de pouvoir avoir une expérience aux États-Unis quand j'avais 5-6 ans. Donc, j'ai toujours été très, très, très reconnaissant de mes parents et du cadre de vie que j'ai eu, alhamdoulilah, dans tous les cas. On a eu des hauts débats comme dans toute famille, tu vois, mais je suis conscient de la chance que j'ai eue à cet égard. C'est bien de rendre hommage comme ça aux parents parce que tu vois ce que je veux dire. Ils se sont démenés, ils se démènent encore et parfois entendre ce genre de message en disant que vous manquiez de rien, ça fait du bien à entendre, ça réchauffe les cœurs. Non, on n'a jamais manqué de rien du tout. Et mes parents, j'en suis très, très, très... Enfin, j'ai une très bonne relation avec eux, je les vois très, très souvent. Maintenant, j'essaie de les aider à mon échelle, de leur renvoyer un peu l'ascenseur. Et il n'y a pas de souci, ils sont conscients de ça. Ça fait plaisir. On les embrasse au passage, hein, frère. Évidemment. Moi, je veux que cette fois-ci, tu me parles de ton ambition étant jeune. Tu voulais faire quoi de ta vie, toi? C'est drôle parce que vraiment, j'ai souvent essayé de prendre un truc lié à ce que j'aimais ou non, tu vois. Okay. Et moi, le premier métier qui m'a marqué, c'est que moi, j'ai été quelqu'un qui a très vite été plongé dans les jeux vidéo, très jeune. Et là, on peut faire un rapport avec mon grand frère. Mon grand frère m'a offert mes premières consoles et mes premiers jeux. Donc, mon grand frère, c'était celui qui m'avait ramené, et aussi mes parents, tu vois, mais la Game Boy. Il m'avait ramené des jeux. J'avais eu la PlayStation 1 quand j'étais gamin. Et c'est là où j'ai joué à des licences qui parleront à tout le monde. Pokémon, Star Wars, plein de jeux dans le style. Et ensuite, j'ai eu la PlayStation 2, la fameuse, avec du coup PES 4, PES 5, les légendaires et compagnie. Alors, quand je t'ai dit que j'ai eu des jeux vidéo, c'était pour faire le rapport avec le fait que j'ai très vite été relié, on va dire, au jeu, puis derrière à l'ordinateur. Donc, c'est-à-dire que j'ai très vite, été mené à jouer à l'ordinateur, donc sur l'ordinateur, à des jeux de navigateur, d'abord, comme tout le monde. Yeti Sport, Shinobi.fr, des trucs comme ça, c'était des sites pricey, tu vois. C'était vraiment, là, je parle, ça va parler à des gens qui connaissaient ça. Mais j'ai beaucoup joué à des jeux de navigateur. Et vu que j'aimais bien les PC, que j'essayais de comprendre comment ça se passe et tout ça, et que j'étais un peu le gars qui gérait ça dans ma famille, tu vois, quand il y avait un problème sur l'ordi, mes parents, ils passaient par moi. Du coup, je pensais que je voulais devenir informaticien. Spoiler. Je n'ai pas été informaticien, pas du tout même. Mais je me disais que c'était la voie qui était logique. Parce que quand tu aimes les jeux vidéo et quand tu es gamin, alors maintenant, tu peux te dire qu'il y a l'e-sport. Moi, quand j'étais gamin, il n'y avait pas l'e-sport. C'est venu après. Donc, je pensais que je voulais devenir informaticien. Et c'était un peu ce qui m'a animé quand j'étais jeune. Puis après, derrière, j'ai vogué jusque là où je suis arrivé au fur et à mesure des passions, du jeu vidéo et compagnie, qui m'a beaucoup accompagné. Le jeu vidéo a vraiment eu une empreinte très forte sur ma jeunesse. Mais tu sais, comme je ne cesse de le répéter, c'est presque le goal d'une vie de joindre l'utile à l'agréable. Tu vois ce que je veux dire? De te lever et de faire ce que t'aimes. Donc, c'est bien d'avoir ses rêves et puis t'as cru en ton étoile, t'as cru en ton destin et aujourd'hui, tu es un personnage bien ancré qui parle à beaucoup de gens. Mais tu sais,
pour m'étaler un petit peu, moi, je veux que tu me parles cette fois-ci de la mentalité lyonnaise. Tu sais, pour faire le parallèle avec les États-Unis, pays que tu connais très bien, à Houston, les rappeurs sont réputés pour être des débrouillards. Ouais. Tu vois, ils créent des startups. Ils n'ont pas peur de se lancer dans des corporations qui n'ont rien à voir avec leur principal domaine. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça, je trouve ça très deep, je trouve ça très fort. À Lyon, elle est comment, la mentalité? À Lyon, la mentalité, mon gars, elle est très, très, très lyonno-lyonnaise. C'est-à-dire qu'à Lyon, on est très centré autour de nous, de notre région, de notre ville, tu vois. Les Lyonnais, ils ont un profond attachement pour leur ville. Et moi, c'est mon cas. J'aime ma ville, tu vois. Je la connais dans quasi ses moindres recoins. Et j'aime tout ce qui vient de ma ville. J'aime la gastronomie de ma ville. J'aime la culture de ma ville. J'aime le club de ma ville. D'accord. Et ça, c'est dû au fait que je suis quelqu'un qui est né en 95. Donc, je suis quelqu'un qui a vu le grand Olympique Lyonnais. Absolument. J'ai vu l'Olympique Lyonnais des 7 titres. J'ai vu... je vais pas mentir, les premiers titres, 2002-2003, j'avais 7-8 ans. Bon, j'ai pas les souvenirs les plus clairs, tu vois. Mais j'ai baigné dans ça. J'ai baigné dans le Juninho, les coups francs. J'ai baigné dans tout ce qui suit de ça. On a notre argot. Donc voilà, pélo, vago, et tous les différents auxquels tu peux penser, les différents mots auxquels tu peux penser. Moi, je parlais comme ça quand j'étais gamin. Okay. Beaucoup moins maintenant, logique, parce que tu grandis et puis voilà. Mais quand j'étais gamin, on avait ce côté où on avait... des mots qui venaient de notre ville et ça nous représentait. Tu vois, le wesh pélo, c'était vraiment un classique, tu vois. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que pour te montrer à quel point les Lyonnais sont très lyonno-lyonnais et centrés autour d'eux-mêmes et de leur identité, entre guillemets, il y a récemment, parce que bon, maintenant je suis dans la restauration, on va peut-être en parler un peu après. Absolument. Mais il y a un gars, un Lyonnais, j'ai été en contact avec lui, qui est allé au Vietnam et il a ouvert une chaîne de tacos lyonnais au Vietnam qu'il a appelée Epelo. Il en a plusieurs maintenant au Vietnam, à Hanoï, tu vois, la capitale. Mais même un Lyonnais à l'autre bout du monde a ouvert une chaîne de tacos lyonnais, qui n'est pas grenoblois, hein, ça on peut... C'est toujours un peu la... Okay. Ah non, ça vient de Grenoble, ça vient de Lyon, ça vient de Grenoble, ça vient de Lyon, bref. Et même à l'autre bout du monde, il a ouvert tacos lyonnais, il appelait ça Epelo. D'accord. Je trouve que c'est un exemple qui est assez parlant de ce côté-là. Et après, derrière, nous, Lyon, c'est aussi c'est le terroir, tu vois. Quand je dis c'est le terroir, c'est la ville. On travaille entre Lyonnais, on fait des choses beaucoup entre Lyonnais. À l'OL, les Lyonnais, ils traînent souvent qu'entre eux. Quand, dans le vestiaire, ça allait mal, on dénonçait souvent le gang des Lyonnais. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, totalement. Donc, à Lyon, c'est vraiment une mentalité qui est comme ça. Mais tu vois, toi, une effervescence... au niveau de l'entrepreneuriat, tu vois des gens faire, des gens entreprendre, des gens qui n'ont pas froid aux yeux. Oui. C'est vraiment dans l'ADN même de la ville et même de la région, j'ai presque envie de te dire. Oui, bien sûr. Totalement. Dans la mesure où, je vais te donner un exemple, déjà même avec mon exemple, dans un premier temps, avant de venir à Paris, j'ai essayé de me battre, entre guillemets, pour faire à Lyon. Donc, faire à Lyon, j'ai pris des locaux à Lyon, j'ai engagé mes premiers salariés à Lyon, j'ai fait mes premières émissions à Lyon. Pas à Carreau Libre, mais des émissions. J'avais un podcast qui s'appelait Loop aussi, et que j'autoproduisais moi-même tout de moi-même à Lyon. C'est là-bas où j'ai monté ma première équipe, etc. Et j'étais très dans ce truc lyonno-lyonnais. J'ai essayé de recruter des chroniqueurs qui venaient de la région, de travailler avec des créateurs de contenu de la région. Je me suis toujours mélangé avec, bien sûr, autre chose. Mais c'était très important pour moi de faire du Lyon. Après, je me suis rendu compte que dans notre domaine, la création de contenu, c'est très compliqué de vivre loin de Paris. Donc, à la fin, j'ai rendu les armes. Alors, j'ai rendu les armes après une année où Alors, en fait, c'est simple, un des trucs qui m'a décidé, c'est que... T'as vu maintenant, toutes les sociétés, elles envoient des récaps. Récap Spotify, récap YouTube, de qu'est-ce que t'as regardé, etc. Bah, figure-toi que depuis quelques années, la SNCF fait un récap de tous les trains que t'as pris dans l'année. Bon, j'avoue que quand j'ai vu que j'avais fait plus de 50 000 km en train pour faire des allers-retours Lyon-Paris, je me suis dit, bon, peut-être qu'au bout d'un moment, faut aller à Paris, quoi, tu vois, parce que je prenais en gros le train très régulièrement, parce que même si je produisais Loop et la plupart de mes vidéos à Lyon, Zach en roue libre, qui est ma principale émission, était encore faite à Paris. Et donc, du coup, j'avais un rythme de vie où je devais très souvent être à Paris, des fois plusieurs fois par semaine et tout. S'il y avait des opérations commerciales avec des marques ou autres, je devais être à Paris, donc j'y allais.
Sauf qu'au bout d'un moment, un rythme où en gros tous les 3-4 jours, t'es à Lyon, puis après tu repars, puis après tu reviens, tu repars, tu reviens, puis après t'es avec ta femme, mais t'es souvent pas là, des trucs comme ça. C'était un peu chiant. Donc à la fin, je me suis dit, bon, à la fin du travail, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de faire comme tout le monde, rentrer chez moi. Rentrer chez moi auprès de ma femme et d'être dans un rythme de vie plus calme où j'ai moins besoin de prendre le train. Donc maintenant, quand je prends le train, c'est pour aller à Lyon. Une belle déclaration d'amour pour ta, pour ta ville d'origine. Totalement. C'est magnifique. Et on les salue, les Lyonnais, au passage. Bien sûr. Et tu sais, forcément, on va parler des réseaux de manière un peu plus précise. Bien sûr. Toi, comme tu le disais tout à l'heure, tu es arrivé sur les réseaux à peu près au milieu des années 2010. Ouais, c'est ça. Ok. À la base, t'étais beaucoup plus jeune. Voilà, c'était même presque récréatif, j'ai envie de te dire. Ouais. Mais le challenge le plus important pour toi, c'est que tu as créé une communauté et il y a une communauté qui a grandi avec toi. Ouais. Et ça, pour parler à plusieurs créateurs de contenu, ils me disent que c'est la chose la plus compliquée. Donc, moi, je veux que tu me parles, s'il te plaît, de ton business plan, du moins à ce niveau-là. Ouais, pas de souci. Alors, c'est assez intéressant ce que tu as dit. Moi, en fait, je me suis créé une communauté d'une manière assez spéciale. Je vais te l'expliquer. En gros, à l'époque, comme je te dis, j'étais joueur de jeux vidéo. Donc, je faisais du Call of Duty en compétitif. Okay. Et à cette époque-là, dans la compétition Call of Duty, tu avais un joueur qui était plus fort que tous les autres et qui était plus connu que tous les autres. Il s'appelait Gotaga. Voilà, ça doit te parler peut-être, mais Gotaga, c'est gros créateur de contenu maintenant. Et à l'époque, c'était le meilleur joueur français. Et en fait, il se trouve qu'un jour, il y a eu... donc, il faisait des vidéos YouTube. Il a commencé à avoir lui-même une grosse hype, un gros suivi. Il a lancé sa chaîne. Il commençait à avoir vraiment énormément de monde qui le suivait. Sur la licence Modern Warfare 3, il a même fait des défis, genre faire les 100 bombes nucléaires en une semaine. Donc, dans le jeu, tu pouvais, quand tu faisais des bonnes parties, tu tuais 25 personnes d'affilée. Ça te débloquait un kill streak qui s'appelle la bombe nucléaire, la Moab, sur Modern Warfare 3. Et ça tuait tout le monde sur la carte. Ça voulait dire que t'étais trop fort. Et lui, il a fait ça 100 fois en 7 jours. C'était un taré. Et donc, à cette époque-là, il a commencé à avoir beaucoup de monde qui le suivait. Et au début d'un jeu qui s'appelle Call of Duty Black Ops 2, il y a eu un tournoi en janvier, 2-3 mois après sa sortie. C'était le premier tournoi français. Et dans ce tournoi français, il y avait toutes les grosses équipes, dont l'équipe de Gotaga, qui, à l'époque, avait rejoint une structure, donc une équipe qui s'appelait Millennium, qui était la plus grosse structure française. C'était l'équivalent du PSG, mais du jeu vidéo à l'époque. Et eux, c'était les premiers joueurs professionnels de jeux vidéo en France. Ils étaient payés pour ça. Ils avaient un salaire, un contrat, une gaming house à Marseille, c'est-à-dire un lieu de travail où ils pouvaient s'entraîner, de quoi stream, une équipe de fous. C'était les All-Stars, tu vois, c'était une dinguerie. Et à côté, t'avais tout un autre champ qui était nous, les gens compétitifs, mais qui faisaient ça à côté. On gagnait pas d'argent. On s'entraînait que le soir après l'école, ou alors après le taf pour certains, mais on était encore assez jeunes. Donc à cette époque-là, j'avais 17 ans. 16-17 ans. Et il se trouve en fait que à cette époque-là, il y a eu ce premier gros tournoi. Lors du premier gros tournoi, mon équipe, on était des bons joueurs, tu vois, on était parmi les meilleures équipes françaises. On arrive en demi-finale. L'équipe de Corentin, donc de Gotaga, arrive en demi-finale. Et de l'autre côté, tu avais les autres équipes qui étaient aussi arrivées en demi-finale. Bref, 2 demi-finales, quoi. Classiquement Ligue des Champions. Et en fait, l'équipe de Corentin était favori par rapport à mon équipe. Donc, le match, c'était un best of 5, c'est-à-dire la première équipe qui gagne 3 cartes, d'accord ? Il gagne la première carte, c'est serré. Il gagne la deuxième carte, c'est serré. Arrive la troisième carte. La troisième carte, avec mon équipe, on la gagne. Ça fait 2-1. Arrive la quatrième carte, avec mon équipe, on la gagne. Et sur cette carte, en fait, c'était un mode de jeu qui s'appelait le point stratégique, où il y a une zone, tu dois rentrer dans la zone, et chaque seconde que tu passes dans la zone, ça donne 1 point. Tu dois marquer 250 points, et les zones, elles changent au fur et à mesure. J'espère que c'est compréhensible, même pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Et grosso modo, qu'est-ce qui se passe ? Il y a, à ce moment-là, le score est très serré, genre 200-200, les deux équipes sont coude à coude. Et moi, je rentre dans la zone. Je dois la défendre. Eux, ils doivent rentrer dedans. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais ? Je fais une action qui a marqué à l'époque, c'est un triple kill, c'est-à-dire que j'en sors 3 avec mon arme secondaire. Genre, je rentre dans la zone, j'en tue un premier, ensuite je prends mon arme secondaire, le B23R, ça s'appelait, et je fais 3 kills, notamment sur Corentin. Cette action, elle est genre dingue, elle nous fait gagner la carte, et après, on gagne la dernière carte 3-2. On perdait 2-0, on les renverse 3-2. Et ça a marqué à l'époque, et c'est ce truc-là qui m'a fait gagner mes premiers milliers d'abonnés
parce que en fait, c'était contre le Oui. joueur français le plus connu, le plus coté. Et donc, j'étais passé de 500 abonnés Twitter à 3000 abonnés Twitter, mais le même soir. Ok. Et C'est ça qui a fait ma première communauté. C'est super intéressant, mais comment vous avez fait pour réussir à rendre ce truc-là cool? Ouais. Tu comprends? Ouais. Parce qu'à l'époque, je vais pas te mentir, hein, Ah tu vois, ceux qui étaient dans cette mouvance-là, on les voyait un peu comme des bizarre. nerds, Bah oui. comme des geeks, comme des gens un peu fêlés. Tu vois ce que je veux dire? Logique. Mais après, moi, j'ai vu la bascule et il y avait une grosse hype autour du gaming, Je vais te dire c'est quoi. s'il te plaît. C'est le jeu vidéo et c'est pas le jeu vidéo, c'est le fait de le rediffuser et de commencer à avoir des abonnés grâce à ça. C'est YouTube. C'est le YouTube gaming du début des années 2010 qui a commencé à rendre ça, on va dire, de plus en plus populaire. Corentin Gotaga, il a commencé à avoir beaucoup d'abonnés avec des noms à l'époque comme Monsieur le V12, Skyrose, Diablo X9. Ça a parlé aux premiers de YouTube. C'était les premières superstars de YouTube, des gens qui, en jouant aux jeux vidéo et en diffusant ça sur le net, réussissaient à avoir des centaines de milliers de vues. Et c'est ça qui a commencé à rendre ça cool. Mhm. C'est le fait que tu passes de quelqu'un qui joue et qui commande dans sa chambre en étant vu comme un nerd de collège à quelqu'un qui, en partageant ça, réussit à être connu dans la rue, réussit à gagner de l'argent grâce à ça, réussit à en faire un métier, à monter une société et à développer le truc à un niveau assez fou. Et donc, du coup, moi, j'avais réussi à avoir mes premiers abonnés grâce à ça. De là, j'ai commencé à moi-même stream, c'est-à-dire à rediffuser ce que je faisais, comme je te disais un petit peu plus tôt. Absolument. Et après, quelques années de stream, 2-3 ans de stream, j'ai aussi lancé ma chaîne YouTube. Et la chaîne YouTube, je partageais ce que je faisais en live, et puis à la fin, j'ai fait des vidéos originales. Quand je dis On est en quelle année? on était en fin 2014, début 2015 à ce moment-là. Et à ce moment-là, j'ai commencé à fédérer une communauté autour de Call of Duty, sachant que je venais déjà d'un jeu où j'étais connu. Et ça a aidé après, derrière, avec le travail, les concepts, la régularité, à faire fructifier tout ça. Et c'est devenu cool parce que très vite, j'ai eu 50 000 abonnés, puis 100 000, puis 200 000. Et après, 10 ans plus tard, me voici. Et comment tu as fait pour garder la tête à l'endroit? Parce qu'à cette époque-là, tu étais encore étudiant. Ouais. Et de l'autre côté, tu commençais à être sollicité. Bon, je ne sais pas si les marques étaient déjà présentes, mais en tout cas, tu étais bien implanté sur les réseaux sociaux. Ouais. Tu vois, donc, toi, tu savais qu'il y avait de réelles perspectives? En fait, si tu veux, les réelles perspectives, elles sont arrivées vite dans la mesure où quand j'ai commencé à gagner de l'argent avec ça, je me suis dit que ça pouvait être pérenne. Mais malgré tout, j'ai quand même continué mes études. Parce qu'en fait, si tu veux, je vais te donner un exemple. J'ai commencé à gagner mes premiers sous avec la création de contenu en 2013. J'ai fini mes études en 2018. Donc, pendant 5 ans, j'ai gagné ma vie grâce à ça, alors qu'à côté, j'étais étudiant. J'ai pas tout lâché d'un coup. Bien. Et en fait, c'est drôle parce qu'à l'époque, en 2013, je streamais sur mes réseaux et je streamais aussi sur une web TV. C'était une web TV qui était tenue par Millennium, la grosse structure. Et en gros, j'avais un créneau. Et sur ce créneau, j'avais la possibilité d'envoyer des pubs. Et quand on envoyait des pubs, ça ramenait de l'argent. Et donc, du coup, moi, j'avais un créneau, souvent le soir, où je streamais. Il y avait de l'audience. Donc, il y avait 1500, 2000 viewers déjà à l'époque. Hein, c'était quand même assez élevé. Et en envoyant des pubs, en faisant un peu tout ça, ça réussissait à générer de l'argent. À l'époque, c'était de l'argent de poche. Mais c'était du bon argent de poche. Je vais pas te mentir. T'es là, t'es en 2013, 14, 15. Tu gagnes 7, 800, 900, des fois 1000 euros dans le mois. Ça aidait déjà à pouvoir soutenir ta vie de jeune étudiant, ta vie de jeune adulte, sans ponctionner complètement mes parents qui, comme je te le rappelle, n'étaient pas non plus les plus riches. Surtout que pour toi, c'était pas un réel travail. Non. C'était plus une passion pour oui, chose. totalement. Totalement. Eh ben, t'es totalement dans le thème, franchement. Oui, c'était pas un réel travail, on va être sérieux. Je suis là, j'allais en cours le soir, je jouais à Call of Duty et je gagnais de l'argent grâce à ça. C'était fabuleux. Et c'était fou, tu vois. Donc, très vite, j'ai lancé l'auto-entreprise. On a déclaré les choses et tout ça, machin, c'était carré. Et ensuite, à partir de 2015, au-delà du stream, est venu s'ajouter YouTube. Et c'est ça qui a fait une vraie bascule chez moi, c'est YouTube. Les 2-3 ans en stream, c'était amateur. Tu vois, t'es là, tu streams, c'est un peu cool. Ça commence à fonctionner, mais ça n'a pas percé le truc. Parce que surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas Twitch comme maintenant, la grosse plateforme pour stream. Twitch, à l'époque, ça commençait à exister en 2014. Mais Twitch, c'était très américain. Il n'y avait pas du tout les streams par langue. Donc, quand tu arrivais sur la chaîne, enfin sur le site, c'était les streams du plus vu au moins vu. Sauf que le plus vu dans le monde, c'était qui? C'était les Américains. Toi, le français,
t'étais bas de boulot, t'étais bas de loin. Hein. C'était très très bas, hein, avec tes 800 viewers, 900 viewers. La manière de te découvrir était très difficile. Et surtout, le streaming, à l'époque, ça passait sur un site que tu connais bien, Dailymotion. Ok. On était sur Dailymotion. Et Dailymotion, mais ça payait un truc de malade mental. Ok. Et c'est là où, en fait, quand tu connais l'histoire de Dailymotion, où après, ils ont été rachetés, notamment avec Orange, des trucs comme ça. Dailymotion a enchaîné des dettes assez énormes. Puis après, est devenu ce que c'est devenu maintenant. Il me semble que maintenant, c'est plus une plateforme B2B, je crois, pour les sites très pro et tout. Mais tu sais qu'à l'époque, Dailymotion, le déficit qu'ils ont eu, il était creusé en partie par nous. Ok. Parce qu'ils faisaient sur le stream. Parce qu'en fait, c'était pas du tout rentable pour eux. Ils donnaient des contrats absolument indécents. Ils donnaient des contrats où ils payaient un volume aux 1000 vues qui était absurde. Des contrats où, pour 1000 vues sur une pub, tu pouvais toucher 3, 5, 7, certains des plus gros contrats touchaient dans les 12, 15 euros aux 1000 vues. Et c'était absurde. Ok. Genre, c'est des montants qui sont délirants, même si c'était maintenant en 2025 sur YouTube, tu vois. Et là, c'était en France en 2013, 14, 15, tu vois. Moi, j'avais un caster tool. Qu'est-ce que c'était ce caster tool? C'était l'outil qui permettait d'envoyer les pubs. Je vais te donner un exemple de comment ça fonctionnait. Parce que c'est bien beau de dire envoyer les pubs, mais je vais te donner un exemple concret. Imaginons, j'avais 1500 viewers. Déjà, tout le monde se mangeait la pub. Il n'y avait pas d'adblock, de je sais pas quoi. Tout le monde se mangeait la pub. Donc, ou en tout cas, dans le mode de calcul, ça comptait tout le monde. Donc, tu pouvais envoyer les pubs par 5. Donc, ça faisait 2 minutes 30, 30 secondes de pub, 2 minutes 35. Et puis ensuite, par la suite, ils nous ont débloqué de l'envoyer par 10. On était gourmands. Hein. Donc, j'appuyais sur l'outil pour envoyer les pubs. Ça envoyait 5 pubs. La première, 5, donc la première des pubs, c'est 1500 personnes. S'il y avait 1500 viewers, les 1500 se la prenaient. Donc, ça comptait 1500. Ensuite, tu avais 100 personnes qui quittaient parce que la pub, ça les faisait chier. Donc, la deuxième pub, c'était 1004. Puis la troisième, c'était 1002. Puis la quatrième, c'était 1000. Et la cinquième, c'était 900. Tout ça additionné, ça faisait 7000. Par exemple. Et moi, je touchais, tous les 1000, je touchais 5 euros. Donc 5 x 7, 35. 35 euros sur la pause pub de 2 minutes 30. Et je faisais ça plusieurs fois par heure. Plusieurs fois par jour, le tout dans le mois. Alors, autant te dire que c'était beau. Bien sûr. Et alors, attention, je vais pas m'inventer une vie à faire le mec plat aux as. Je me faisais pas 5000 euros par mois comme ça à 17 ans. Hein. C'était pas, comme j'ai dit, ça restait mesuré. Je me faisais 1000 euros. Les gros mois, je pouvais faire 1500 ou 2000 euros. C'était agréable. Mais tu connais, à 17, 18, 19 ans, ça servait à soutenir un peu les parents, ça servait à soutenir la vie d'étudiant, ce qui fait que je n'ai pas eu à trouver de travail étudiant. Moi, par exemple, je n'ai jamais travaillé à McDo. Et même, pour être tout à fait honnête, j'ai même jamais eu de travail vraiment conventionnel avant encore très récemment. Et donc, du coup, moi, je vivais comme ça. Je payais mon école. Le hustle. Le hustle le plus total chez Oui Hustle. Ouais, exactement. Mais c'est beau, c'est magnifique et c'est ton histoire. Et tu sais, parce que là, c'est en train d'avancer pour toi, ça commence à ressembler à quelque chose de concret, mais tu aurais pu te dire que ça allait être que temporaire, que c'était que passager. Est-ce que cette idée-là a traversé ton esprit? Totalement. D'accord. Totalement, parce que, en fait, même si tu commences à gagner un peu d'argent comme ça, t'avais toujours cette peur ça peut arrêter du jour au lendemain. Exact. Les stats peuvent baisser. C'était fragile. C'était pas structuré. Et c'était le début, tu vois. Donc, forcément, à l'époque, sur YouTube, tu partais 1 semaine ou 2 semaines où tu sortais pas de vidéo. Tu pouvais le ressentir très vite dans les statistiques. Donc, t'avais pas cette pression, mais cet incentive, ce côté faut être là, faut être actif, faut envoyer du volume, faut pas lâcher. Et c'est là où tu commences à choper ta première discipline. Moi, je parle beaucoup de YouTube parce que j'ai beaucoup streamé jusqu'à 2015, mais quand j'ai commencé YouTube, paradoxalement, je streamais moins et je faisais plus de vidéos. Parce que moi, la vidéo, c'était un format qui me plaisait plus. Donc, c'est là où j'ai commencé à fédérer le plus gros de ma communauté. Donc, sur YouTube, je faisais des vidéos sur Call of Duty et j'en faisais aussi en duo avec Gotaga, Corentin, qui est mon gars, et qui m'a apporté énormément dans ma vie. Et justement, tu vois, elle est là la bascule aussi pour toi. Et c'est bien parce que depuis tout à l'heure, tu lui rends hommage, etc. Ah oui, oui. Et ça, non, mais c'est très bien parce que tu sais, parfois il y a certaines personnes qui ont tendance aussi à oublier les mains qui ont été tendues. Ouais, et non, toi, pas c'est ici. pas ton cas. Donc, magnifique déjà. Mais tu sais, quand tout à l'heure, je te disais que le public a grandi avec toi. Ouais. Tu sais, toi, tu es fan de foot également. Oui. Comment tu as fait justement pour
leur proposer un autre contenu. Ah, c'est intéressant. Je vais totalement te le dire. En gros, c'est drôle parce que je t'ai parlé de Call of Duty depuis tout à l'heure. Mhm. Ce jeu a eu son âge d'or en France. Fin 2016, après la sortie, après l'année de Black Ops 3, la licence a vécu une période beaucoup plus difficile avec des jeux qui ont moins plu aux gens. Infinite Warfare, World War 2 et compagnie. Ce qui faisait que les statistiques des vidéos Call of Duty commençaient à chuter. Et même Corentin Gotaga commençait à faire de moins en moins de vidéos sur YouTube. Et donc, sur Call of Duty. Et donc, du coup, le jeu chutait au fur et à mesure en France. Donc, le jeu qui était peut-être le jeu le plus populaire sur les réseaux en France, ou en tout cas l'indé, commençait à doucement descendre. Et qu'est-ce qui descend en même temps que le jeu ? Les statistiques de ses créateurs, dont les miennes. Et ça, c'est un truc dont les gens, ils sont peut-être pas conscients, mais j'en ai déjà parlé et je vais en reparler maintenant que je suis ici. Mais moi, j'ai vécu des périodes où c'était noir. J'ai vécu des périodes, en 2017 ou en 2018, à l'arrivée de Fortnite et tout, où mes statistiques, c'était pas trop ça. Je faisais toujours des vues, évidemment. J'ai jamais eu un mois où je ne pouvais pas en vivre, mais j'ai vécu je fais 90 000 vues sur des vidéos, j'en fais 20, 30 000. J'ai vécu cette période où tu es dans l'inconnu. Dans pile le moment où, en plus, où je me suis lancé à plein temps sur ça, en 2018, quand j'ai fini mes études. Quand j'ai fini mes études, Fortnite est sorti. Donc, Fortnite, ça a été la révolution dans le gaming en France. Moi, je ne l'ai pas pris, cette révolution-là. Je n'ai pas été créateur de contenu Fortnite. J'ai essayé de faire des vidéos dessus. Spoiler, ça ne fonctionnait pas. J'ai eu des vidéos que je sortais et que je supprimais parce qu'elles ne faisaient pas de stats. Et en fait, elles ne faisaient pas de stats, je les supprimais parce que j'avais ce truc dans la tête de putain, mais si les gens ils viennent sur ma chaîne et qu'ils voient des trucs qui font pas de stats, ils vont penser que c'est fini. Et quand tu commences à arriver dans cette spirale, c'est terminé. C'est comme les ventes dans le rap, tu vois. Si d'un coup ton album bide, l'image que ça renvoie est très négative. Donc moi, j'ai supprimé des vidéos qui ne fonctionnaient pas. Et j'ai eu des mois où je perdais des abonnés. En 2018 ou en 2019, j'ai eu des mois où j'ai perdu des abonnés. Et donc, du coup, ça a été une période un peu particulière où j'ai commencé à faire autre chose. Donc, j'ai commencé à jouer à d'autres jeux, Football Manager et d'autres. J'ai commencé à faire d'autres vidéos. J'ai commencé à voyager, à faire des vlogs, à partager ça. Ça marchait plutôt correctement. J'ai commencé à faire du talk show. Et puis après, on a eu aussi la radio. Donc, Radio Sex qui est venu en 2018-2019 et qui a aidé un peu à mettre un coup de fouet à tout ça, avec notamment derrière des vidéos qui ont fonctionné, des trucs. Et ça a aidé, en fait, si tu veux, à faire la transition entre la période Call of Duty et l'après Call of Duty. Donc, j'ai continué à faire du Call of Duty, donc notamment aux sorties de jeux, j'hésitais pas à envoyer pas mal. Puis après, le reste de l'année, je faisais autre chose. Je commençais à tenter d'autres jeux, à tenter d'autres formats, à parler, à voyager, à faire des radios libres, à faire plein de trucs. Et petit à petit, après avoir eu une période de quelques mois, ou peut-être d'1 ou 2 ans, où j'ai, entre guillemets, mangé mon pain noir, c'est-à-dire que ça fonctionnait moins, au bout d'un moment, les gens m'ont détaché de Call of Duty. Et quand je m'en suis détaché, j'ai pu après, derrière, commencer à toucher d'autres thématiques, à faire autre chose. Et donc là, sur ma chaîne, j'ai commencé à proposer d'autres choses. Donc, notamment en fin 2020, à la fin du confinement. Fin 2020, je suis allé m'installer en Estonie et tout. Tu veux que je te raconte cette histoire ? Bon. Grosso modo, c'est 2020, qu'est-ce qui se passe ? Donc, 2020, je suis dans ma vie à un tournant assez particulier. Faut savoir que 2019, ça a été 2018-2019, cette période-là où ça fonctionnait pas sur YouTube, ça coïncidait avec une période où j'étais vraiment perdu dans ma vie. J'étais allé m'installer une première fois à Paris. Je vivais seul. J'étais mal. J'ai eu des problèmes de santé. J'ai fait des crises d'angoisse. Des trucs où j'ai cru, donc j'ai eu de l'anxiété dans ma vie, des trucs où je pensais que j'allais mourir. À cause de quoi les crises d'angoisse ? À cause d'un rythme de vie qui à l'époque était mauvais, d'accord ? Je sortais beaucoup plus, je mangeais mal, je vivais mal, j'étais pas bien dans ma peau. Bref, c'était vraiment une période à 23-24 ans où j'étais zéro, d'accord ? Une période où c'était vraiment très difficile. Je me rappelle de l'été 2019 où un jour, je me réveille à 16h. N'importe quoi, je mange de la junk food, voilà, une pizza, tu vois, je m'envoie. Et puis après ça, je suis devant le PC à ce moment-là, et je commence à sentir mon cœur battre, mais à battre très fort, genre tout. Je commence à me dire, mais wesh, qu'est-ce qui se passe, tu vois ? Des fourmis au bout des doigts, le cœur qui bat, le souffle court, tu vois. Je me disais, mais je vais mourir là en fait, qu'est-ce qui se passe ? Et donc là, j'appelle les pompiers. Donc j'appelle les pompiers et je leur dis, écoutez. Voici mon adresse, je vais mourir là en fait, tu vois, faut venir.
Et je me suis dit, en attendant que les pompiers ils arrivent, j'avais eu ce réflexe, je m'étais mis dans la rue. Donc je m'étais mis dans la rue et je m'étais dit, au moins, si je fais un arrêt cardiaque dans la rue, je suis dehors, les gens le voient. On peut peut-être me porter des premiers secours. Les pompiers arrivent, je vais à l'hôpital et ils commencent à faire une batterie de tests et tout. Et là, ils me disent, bon, niveau santé, ça va. Là, ça va pas. Là, c'est une crise d'angoisse, c'est une crise d'anxiété. Et c'est quelque chose qui a agité ma vie pendant quelques mois, jusqu'à quelques mois plus tard, j'ai eu la chance d'en ressortir. Donc, d'en ressortir en me ressentant sur moi-même, en prenant plus soin de moi et en me rendant compte de pas mal de choses. Donc, c'est à ce moment-là dans ma vie où j'ai refait un peu plus rentrer la spiritualité. Et c'est là où je te dis que cette période qui était noire, et c'était une période que je qualifierais d'horrible, quelque part, ça a été un mal pour un bien. Parce que c'est une mauvaise période qui m'a permis de faire des changements dans ma vie qui ont été progressifs. Comme tout changement, je ne vais pas faire genre que du jour Rome ne s'est pas faite en un jour. Absolument. Je ne vais pas te dire que du jour au lendemain, d'un coup, ça a été la folie. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à réintégrer la spiritualité dans ma vie, à faire plus attention, à arrêter certaines des choses mauvaises que je pouvais faire dans ma vie et au fur et à mesure, à me recentrer sur ce qui est le plus important pour moi. Et au fur et à mesure, l'anxiété est partie. Après une énième crise d'angoisse, un jour, j'ai été encore une fois à l'hôpital. J'arrive devant un médecin, je lui dis, écoute, ça va être ça toute ma vie. Tu vois, genre, c'est la 5e fois là que je viens aux urgences pour une crise d'angoisse. Ça fait des mois que ça me pourrit la vie. J'avais même fait une vidéo YouTube où j'en avais parlé et ça avait aidé beaucoup de gens qui rencontraient ça. Donc, pour te dire, à l'époque, quand je commençais à parler d'autres choses, c'était notamment aussi de santé. Et donc, du coup, j'avais témoigné de ce problème de crise d'angoisse. Et donc, du coup, le médecin, il m'a dit une phrase. En fait, à cette époque-là, j'avais besoin de l'entendre. Mais moi, je pensais que j'allais avoir ça toute ma vie. J'étais là, ça va être ça, ma vie, en fait. Ça va être des crises d'angoisse régulières. Dès que tu commences à sentir que tu as un truc mauvais dans ta vie, tu vas en faire et tout, ça va être horrible. Pour te donner un exemple, tu connais Joël, peut-être mon gars. Joël Postbad, c'est un gars avec qui j'ai fait beaucoup de choses, que je suis content d'avoir rencontré. Okay. C'est un vrai frère. Et à cette époque-là, j'avais fait une séance à la salle avec lui pour une vidéo YouTube, pour te montrer aussi un peu ce qu'on faisait. Donc, vidéo YouTube à la salle avec Joël, on fait une séance jambes. Et la séance, elle était costaud, et moi, j'étais pas sportif. Donc, la séance, elle m'avait laissé les jambes en miettes, tu vois. Les courbatures, j'étais pas bien. Et du j'ai pas bien de la séance, j'ai fait une crise d'angoisse. Absurde. C'est des mécaniques dans la tête qui, des fois, n'ont pas de sens. Donc, à ce moment-là, on est chez moi à Lyon. Il y a Joël. Joël, il continue à converser avec mon père. On en rigole encore maintenant. Bon, Joël et mon père, ils s'entendent bien. Donc, eux, ils sont en train de parler. Moi, je suis dans la chambre. Et à ce moment-là, je suis pas bien. Je vais à l'hôpital. Je parle avec le médecin et je lui dis, en fait, ça va être ça toute ma vie. Là, après une séance de sport, je viens à l'hôpital, quoi. Tu vois, c'est absurde. Et grosso modo, c'était un médecin âgé. Et je vais le dédicacer parce qu'en fait, il a tenu un discours rassurant qui m'a fait beaucoup de bien. Il m'a dit, écoute, tu es jeune, tu es robuste, tu vas t'en sortir. Il y a une possibilité de s'en sortir avec ça. Et j'avais besoin de l'entendre. Parce qu'à ce moment-là, dans ma tête, je me disais, mais en fait, c'est ça ma nouvelle vie. Et ça l'a été pendant quelques semaines, quelques mois, tu vois. J'avais peur, des grandes craintes. Et en fait, en ayant entendu ça, ça m'a aidé à comprendre que je pouvais m'en sortir. Et à partir de cela, j'ai encore eu des petites phases anxieuses qui pouvaient venir avec parcimonie jusqu'en 2021, je dirais. Et depuis 2021, je n'ai plus du tout de phase anxieuse. J'en ai vraiment quasi plus eu. Et j'ai surtout, depuis 2019, cette fois-là, avec ce médecin, je n'ai plus fait de crise. J'ai pu avoir un peu d'anxiété, mais pas de crise, parce que depuis, j'ai pu comprendre des choses. Je suis allé voir une psychologue aussi, qui m'a beaucoup aidé, qui s'appelle Chloé. Je ne vais pas dire spécialement plus d'informations sur elle, mais qui m'a énormément aidé dans le processus de accepter l'anxiété et ne pas forcément se battre contre elle quand elle arrive. Oui, là, je suis anxieux, et alors ? C'est pas grave. J'accepte que la crise, elle rentre. J'essaye pas de l'éviter. Et puis, à partir de ce moment-là, je ne panique pas. Et à la fin, elle n'arrive pas. C'est fou. C'est fort. Et donc, du coup, sur cette période-là, ça a été la période avec beaucoup de changements dans ma vie. Donc, je suis revenu à Lyon, tout ça, machin. Et après être revenu à Lyon, je me suis installé avec ma femme, parce que voilà, je me suis marié, tout ça. Et après cette installation est venu le confinement. Le premier confinement, j'ai détesté. J'ai détesté ça. Je sais que les gens sont nostalgiques maintenant du premier confinement et tout. Moi, je n'ai pas aimé ça. Et quand est arrivé le deuxième confinement, celui de la fin d'année 2020, moi, j'ai dit confiner une fois, pas deux. Donc, j'ai tapé tous les pays d'Europe sur Google et j'ai trouvé un pays qui n'était pas confiné. C'était l'Estonie. J'ai fait mes valises, j'ai pris mes clics, mes claques, j'ai loué un mois d'Airbnb et on est parti en Estonie avec ma femme. Et on a vécu un mois en Estonie.
Puis un deuxième mois, parce qu'en fait, le premier mois, au bout d'une semaine, on a dit, mais c'est de la frappe ici, en fait. Et on est resté un deuxième mois. Et sur cette période-là, donc en Estonie, qu'est-ce que j'ai refait, en plus d'avoir changé donc, mon contenu? Donc on reprend le fil de ce que je te disais, j'ai changé mon contenu, j'ai commencé à apporter autre chose dedans. J'ai repris les streams. Parce que pendant 5 ans, je streamais que très peu, voire plus du tout. Je faisais que des vidéos YouTube. À ce moment-là, j'ai repris le streaming. Et donc, ça m'a aidé en Estonie, loin de la France, loin des copains, des sorties, des tentations, de ce que tu veux. Je me suis recentré sur le professionnel. Et c'est à ce moment-là où j'ai repris les streams. Les vidéos ont eu une régularité énorme. Et en janvier 2021, j'ai lancé Zaknani Prod, la société qui est celle qui produit tout ce que je fais maintenant. À l'époque, j'étais auto-entrepreneur. 1 mois plus tard, janvier 2021, je suis rentré en France, j'ai lancé une société. Quelques mois plus tard, j'ai pris les premiers locaux à Lyon, dont je te parlais un peu plus tôt. J'ai engagé mon premier stagiaire, mon premier alternant. Donc un stagiaire et un alternant. Alternant, c'est Alex, qui a fait des voyages avec moi. Si vous suivez mes vidéos, vous avez déjà vu Alex à de nombreuses reprises. Dédicace à lui. Et après, la société et le reste a vécu jusqu'à maintenant. Eh bien, déjà, je salue Merci. ta transparence, ton courage et la transmission, parce que franchement, c'est fondamental. Tu sais, tu as sorti beaucoup d'éléments là d'un coup. Désolé, c'est vrai que c'était un peu confus, j'ai tout envoyé, vraiment. Non, t'as pas à t'excuser, t'as été parfait, sincèrement, parce que, tu sais, en termes de psychologie, etc., parfois, même dans nos banlieues, je le dis constamment, mais parce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui bien visible aux yeux de tous, c'est que les gens ne vont pas bien, mais les gens ne vont pas consulter. Oui. Voilà. Et il n'y a pas de mal à mal. aller, entre guillemets, mal. Ça arrive à tous. Et on peut l'accepter. Et il y a plein de moyens et de solutions qui existent pour aller mieux. Comme j'ai dit, la psychologue, tout ce qui est médical, ça peut être d'une grande aide. La spiritualité aussi, c'est très important. En ce qui me concerne, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Je sais que tout le monde n'est pas croyant, mais voilà, moi je le suis. Et ça m'a énormément aidé sur une période où j'allais pas bien, tu vois. Et cette combinaison de choses m'a vraiment aidé à ressortir par le haut. Eh bien, c'est certain. C'est certain, Zach, sincèrement. Et tu disais l'Estonie. Tout à l'heure, je te disais que tu étais chanceux parce que plus jeune, tu bougeais ici. Ouais. Et t'as pas. Et finalement, ça c'est quelque chose qui est resté dans ton ADN. C'est resté ancré. Totalement. Parce que l'Estonie, moi, j'ai jamais entendu quelqu'un dire je suis parti en Estonie. J'ai vécu à Tallinn. Ok. Alors, l'expérience là-bas. C'était trop bien. C'était trop bien parce qu'en fait, on est allé dans une période qui était la période... en fait, c'est simple. C'était une période où, si tu t'en rappelles, deuxième confinement, moi, j'arrivais d'un pays, la France, avec des milliers de morts tous les jours annoncés à la télé, exact. Plus 80 000 nouveaux cas, confinement, donc quand même à une époque assez anxiogène, à un petit pays de 1 million et quelques d'habitants, si je ne me trompe pas, qui n'avait jamais été confiné à ce moment-là, qui n'avait jamais vraiment vécu de restrictions ou de soucis vis-à-vis de ça. Et j'arrive là-bas avec ma femme, où on a un masque, l'ambiance sordide qu'on avait en France, et on arrive là-bas, et vraiment, les gens, ils nous regardent, ils disent, mais ils viennent d'où? À quoi ils jouent avec leur masque? Genre, c'est différent. Et ça m'a fait beaucoup de bien, parce qu'en fait, là-bas, les restaurants étaient ouverts, les supermarchés étaient ouverts, il n'y avait pas de couvre-feu, il n'y avait rien à ce moment-là. Tout était comme avant, entre guillemets. Donc, on vivait donc en banlieue de Tallinn, pas loin d'un petit port. J'en ai fait des vlogs que j'avais partagés à l'époque. Les gens, ils avaient kiffé. Et je pouvais aller au restaurant, sortir un peu, aller voir le marché de Tallinn, bref, des trucs comme ça. Et c'était très sympa, mais j'ai fait que la capitale. La capitale, elle est cool, t'en fais vite le tour. Et je peux même être honnête avec toi, vu que je voyage beaucoup, j'ai gardé cette fibre. J'ai fait les 3 pays baltes. Donc, je suis allé en Estonie, en Lettonie, en Lituanie. Je vais quand même rester à ma place dans le sens où j'ai fait les capitales, essentiellement. Donc, je ne vais pas te dire j'ai fait le pays. Bien sûr. Il y a la deuxième, la troisième ville, la campagne, des choses que je n'ai pas vues. Mais des 3 capitales que j'ai fait, Riga, Tallinn, Vilnius, celle que j'ai préférée, Vilnius numéro 1, Tallinn numéro 2, Riga numéro 3. Mais les 3 sont très bien. Et l'Estonie, c'est bien. Il faut savoir qu'en Estonie, il y a 40% de Russes, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est très russophone. L'Estonie, c'est un pays où la connexion Internet est excellente partout. Tu as soit une bonne connexion, soit une très, très bonne connexion. Okay. C'est ce qu'un Estonien m'a dit un jour. Et ça m'avait marqué. Il parle très bien anglais et le russe, logique. Je n'ai pas de souvenir de s'il y avait un dialecte ou une langue estonienne en elle-même, mais bon, je pense que vu que c'est un pays qui a une grosse histoire avec l'URSS et tout, le russe est très implanté, c'est logique.
Il y avait, je me rappelle, une prison sur... il y avait un musée prison qui était dédié aux morts que le communisme avait fait là-bas. Donc, du coup, c'était un lieu que tu pouvais visiter avec des cellules, des endroits de torture, des trucs comme ça. Faut savoir qu'il me semble, alors de souvenir, là, je te parle, qu'en Estonie, ils ont vécu les nazis et ils ont vécu l'inverse, le communisme, tu vois. Et donc, du coup, c'est un pays qui a été vraiment très marqué par ça, comme l'ensemble des pays baltes. Mais maintenant, je vais pas en parler plus parce que je suis pas un expert de ces régions, donc je vais pas outrepasser ce que je connais. Mais en tout cas, quand on avait visité ces lieux avec ma femme, ça nous avait marqué. C'était des lieux empreints d'une histoire très forte et que je conseille à tout le monde. Franchement, aller à Tallinn, c'est très cool. Et l'avantage, c'est que Tallinn, Riga, Vilnius, les 3 pays sont tout petits. C'est très facile d'aller de l'un à l'autre. Tu peux même aller en Finlande, puis ensuite passer avec le ferry pour aller en Estonie. Donc, si jamais vous voulez vous faire kiffer, n'hésitez pas. Moi, j'ai visité plus de 30 pays en Europe. Tu sais, moi, je suis un féru de voyage et j'aime m'entendre. Tu sais, l'Estonie, pour être totalement transparent avec toi, jamais de la vie, j'ai vu même quelqu'un me dire qu'il revient d'Estonie. Tu vois ce que je veux dire? Mais en tout cas, tu as éveillé ma curiosité. Ouais, c'était cool. Et si jamais je me rends là-bas, je saurais qui appeler. Je conseille. Mais en tout cas, non, c'est magnifique. Et pour reprendre mes propos, je te disais que moi, je suis toujours admiratif des gens qui voyagent, qui donnent des tips, qui partagent, etc. Parce que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire totalement. Mais pour revenir sur la production et sur ta diversification, ça a été astucieux parce que je t'ai toujours dit, pardon, au fil de notre conversation, je t'ai dit que le plus difficile, c'est de se diversifier et justement de conserver conserver sa base. Tu sais, il y a des gens qui auraient pu quitter le navire en te disant « Oh là là, ça me parle absolument plus », mais toi, c'était tout le contraire. Les gens ont grandi avec toi, là je te parle de ta communauté, oui. Les gens ont grandi avec toi, ont rejoint le bateau et aujourd'hui tu es un personnage incontournable. On a vu fin 2021, je crois, tes émissions où tu parlais cette fois-ci foot, où tu recevais les personnages. Moi, ça m'intéresse un petit peu parce que il y avait le Zach d'avant, le gamer, et le Zach qui est beaucoup plus pointilleux, qui fait des interviews et qui les mène très bien d'ailleurs. Merci beaucoup. Comment t'as pu et comment t'as fait pour gagner leur crédit? Je vais t'expliquer. Pour te parler même de la communauté rapidement, c'est assez intéressant ce que tu dis. Moi, en ce qui me concerne, dans les gens qui me suivent, j'ai une communauté plus âgée. Genre, que ce soit dans les statistiques ou dans les gens qui me rencontrent dans la rue, j'ai majoritairement du 18-25 ans. Et après, la deuxième classe d'âge, c'est 25-35. J'ai pas beaucoup de jeunes mais de jeunes très jeunes, genre de 14-15 ans. C'est souvent des gens qui me connaissent depuis des années ou qui m'ont découvert il y a 3-4 ans. Tu vois, j'ai aussi eu du renouvellement. Mais effectivement, il y a des gens qui me connaissent depuis très longtemps. Et je vais te parler d'un pseudo d'un gars. Le pseudo, je crois que c'est Freezemania35, un truc comme ça. Pourquoi je te parle de Freezemania35 ? Freezemania35, il me semble que c'est ça son pseudo, sinon c'est Freezemania, ça j'en suis sûr, les chiffres, bref. Ce mec-là, moi je lis beaucoup mes commentaires. YouTube et tout, classique, comme beaucoup de créateurs de contenu. Freezemania35, ça fait 10 ans qu'il commente quasiment l'ensemble de mes vidéos et qu'il laisse comme commentaire « on apprécie ». De temps en temps, il y a des petites variantes, mais sinon, on apprécie. Ça fait 10 piges que ce mec, que je n'ai jamais rencontré, suit mes vidéos et commente encore maintenant. Respect. Que ce soit sur ma chaîne principale, des fois sur la chaîne replay, peut-être des fois des endroits où je figure, peut-être cette vidéo, ce sont jamais. Mais ce gars, je tenais à le dédicacer rapidement parce que je trouve qu'il représente exactement ce que tu viens de dire, des gens qui ont grandi avec moi et qui me suivent encore 10 ans après. Et je trouve ça dingue, je trouve ça fou, donc dédicace à Freezemania. Et après, derrière, en fait, sur cet aspect de diversification, c'est très intéressant parce que du coup, beaucoup de Call of Duty, et j'ai commencé à apporter autre chose. On a commencé à être plus dans le divertissement. J'ai fait des vidéos cuisine, j'ai fait des vidéos salles où je suis allé à la salle, j'ai fait des vidéos où j'ai visité des pays, où je parlais de sujets. J'ai même fait du storytelling très rapidement en lançant un format qui s'appelait à l'époque Z-Story. Et le premier épisode, je racontais comment je m'étais fait avoir dans un truc de multi-level marketing, ça s'appelait VEMA et tout, bref, c'était n'importe quoi. Et ça, c'était une vidéo qui avait fait 150 000 vues en 2019, où j'ai commencé directement à parler devant une caméra et à raconter un peu des histoires. Et après, j'ai eu les pires histoires des réseaux sociaux, des trucs comme ça. Donc, avant même la méta de storytelling, maintenant, avec des grands créateurs de contenu, j'avais commencé, moi, à mon époque, à raconter des histoires. Infiniment moins bien que ce que les grands créateurs de contenu font comme maintenant, hein, The Great Review et tout ça. Moi, c'est des gars, leurs vidéos, elles m'impressionnent. Enfin, je kiffe, voilà.
Mais cette diversification, elle a été nécessaire. Et en parallèle de cette diversification, j'ai commencé à avoir mon émission chez Eclipsia, qui était une web TV, la plus grosse web TV française à l'époque. Et ils avaient un créneau d'1 heure sur une TV qui était généraliste. Et ils m'ont dit, tu as 1 heure, fais ce que tu veux. Ok. Ce que je veux? Ouais, ce que tu veux. Et là, je commence à regarder. Et donc, j'ai 22 ans. Je suis en 2017 à Paris, chez Eclipsia. Et je me dis, mais qu'est-ce qui manque concrètement? Il y a de la place sur quoi? Et je me dis, bah, tiens, on peut faire des interviews, mais des interviews un peu plus poussées. Quand je dis un peu plus poussées, c'est pas des interviews avec des questions génériques, genre comment tu t'appelles, des trucs comme ça. Bon, quoique la présentation est nécessaire. Mais ce que je voulais dire, c'est pas des questions génériques, c'est des interviews où tu fais des recherches en profondeur sur l'invité pour après derrière pouvoir l'aiguiller sur des segments où après derrière il va pouvoir tenir un discours pertinent. C'était ça mon but. Donc je commence à écrire et à dire ok, putain, c'est intéressant, c'est pas mal. Okay. Là, je sens qu'il y a une place. Et en plus, à cette époque-là, ça faisait des années que je faisais de la création de contenu, donc j'avais beaucoup de contacts. Donc je me disais, bah, tu sais quoi, je peux avoir un segment d'1 heure où j'ai des invités et où on refait leur carrière ensemble. Et sauf que moi, leur carrière, je l'ai étudiée de A à Z, donc je la connais déjà super bien. Et donc, du coup, ça fait que je peux les aiguiller et donc, c'est comme ça que j'ai lancé Zach en roue libre. Parce qu'à cette époque-là, l'expression en roue libre était très, on va dire, en vogue. Donc, Zach en roue libre. Et j'ai lancé cette première saison en 2017 chez Eclipsia. Ensuite, en 2018 et en 2019, chez Le Stream. Donc, à cette époque-là, je faisais surtout des créateurs de contenu. Et j'hostais l'émission, mais c'était mes premières années. J'avais beaucoup de défauts. Quand je regarde des émissions de cette époque-là, je coupais beaucoup la parole. Je prenais des fois peut-être un peu plus de place que nécessaire. Mais ça donnait quand même des émissions très intéressantes. Il y en a certaines qui ont fait vraiment beaucoup de vues. Après, en 2020, chez Vitality. Et enfin, en 2021, avec le soutien de Webedia à l'époque, sur ma chaîne. Donc, arrive 2021, où je lance Zach en roue libre sur ma chaîne. Mais quand Zach en roue libre arrive sur ma chaîne, c'est déjà la 4e ou 5e saison, techniquement. Tu vois ce que je veux dire? Mais effectivement, la saison 5, il me semble, de souvenir, a été faite en 2021 sur ma chaîne, majoritairement, effectivement, tu l'as dit, avec des créateurs de contenu en priorité, parce que ça restait mon cœur de cible, ma spécialité. Ça faisait plusieurs saisons que j'avais fait, donc j'avais, on va dire, un pédigré. Tu vois, j'avais eu des créateurs, des créatrices, des gens qui étaient spécialisés dans le jeu vidéo ou pas. Des fois, ça pouvait être du lifestyle, des fois, ça pouvait être... j'ai eu des youtubeuses beauté, j'ai eu des gens qui faisaient, bref, plein de trucs. Et en fait, à la fin de cette première saison, j'ai reçu mon premier invité qui n'était pas de la création de contenu, donc de souvenirs. C'est quand même un gros invité parce que c'est quelqu'un que j'ai eu de la chance d'avoir par des contacts à l'époque. Et c'était Monsieur Cyril Gann. Et en fait, en ayant eu Cyril Gann, ça m'a aidé à avoir un premier sportif. Quelqu'un qui sort, du coup, du vecteur création de contenu. En parallèle, j'avais fait une première émission aussi liée au football avec Sonny Anderson, la légende de l'Olympique lyonnais, mais je l'avais fait à l'époque en mode hors-série, tu vois. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs, mais on l'avait fait en mode hors-série, il était passé à Lyon dans mes locaux, on avait fait ça dans mes locaux et tout ça. Donc c'était un peu différent, mais effectivement, pour ceux qui écoutent, il y a un Zach en roue libre avec Sonny Anderson qui existe, qui est sorti en 2021 à cette époque, il me semble. Et donc de là, ça m'a aidé à ouvrir la voie et j'ai pu avoir des invités jusqu'à l'invité qui a tout bouleversé, tout chamboulé. C'est le Zach en roue libre avec Karim. C'est bien, je suis admiratif. Et puis après, tu n'as pas à rougir parce que tu viens de dire qu'au début, c'était assez bancal. Totalement. Il faut bien commencer quelque part. Exactement. Donc, Exactement. tu n'as absolument pas à rougir. En tout cas, moi, je suis admiratif de tout ce que tu fais. Merci. Et c'est très astucieux, vraiment, de t'être diversifié comme tu l'as fait. Et tu sais, toi, à ce moment-là, tu as décidé de structurer. Moi, je veux savoir, là, en termes de sponsors, en termes de collaborateurs, Ouais, dis-moi. c'est à quel moment ils sont venus? Mais sérieusement, parce que je suppose qu'au préalable, quand tu étais un petit gamer, et je mets les guillemets, il n'y a pas de connotation péjorative, hein, mais quand tu étais un gamer, tu devais en avoir parce que c'était hype, parce que c'était ceci, cela, mais par la suite, tu es devenu plus sérieux, plus crédible. C'est à ce moment-là qu'ils sont arrivés les sponsors? En fait, les sponsors, je vais te dire comment ils sont arrivés. Donc, à cette époque-là, sur YouTube, je commençais à faire des bonnes stats. J'ai eu mes
premiers sponsors, mais plus liés au gaming, comme tu l'as dit, parce que c'était le carcan, c'était le truc. Et en fait, à partir de 2017, j'ai rentré chez Webedia et ils m'ont accompagné pendant plusieurs années. Donc, à partir de 2017, j'ai commencé à être accompagné sur le volet commercial et avoir les premiers sponsors sur les vidéos, sur, on va dire, les émissions et compagnie. Mais après, les émissions en soi, j'ai envie de te dire, je les faisais déjà chez Le Stream, qui était la web TV de Webedia. Et ensuite, à partir de 2021, quand j'ai lancé sur ma chaîne, Webedia a fait un pari sur moi, entre guillemets, c'était que l'émission pouvait marcher sur ma chaîne. Donc, ils m'ont accompagné, ils m'ont mis à disposition un lieu, ils m'ont mis à disposition la technique, donc la réalisation. Hein, toi-même, tu le sais, c'est quoi la réalisation? Tu réalises, toi-même, tu es accompagné ici dans ce que tu fais. Sur We Hustle, nous, avec Zach en Libre, on a été accompagnés côté Webedia avec du coup une régie, le matériel, le lieu et compagnie. Nous, après, derrière, je préparais l'émission et j'avais des invités. Et les invités, c'est moi qui m'en occupais. Et en fait, à partir de là, on a commencé à avoir des statistiques intéressantes. Parce qu'en 2021, quand c'est passé sur ma chaîne, j'ai commencé à avoir des premiers invités de renom, ça a commencé à faire des statistiques, les replays commençaient à fonctionner. Là, les replays, ils n'allaient pas sur les chaînes des web TV, ils allaient sur ma chaîne. Donc, vu que ça allait sur ma chaîne, ça faisait des stats sur mes réseaux. Et donc, du coup, ça commençait à faire grimper l'émission dans son ensemble. Et là, ça a été de plus en plus facile de trouver des marques. Et c'est là où j'ai commencé à avoir des premières marques, on va dire, de manière plus sérieuse. Là où avant, c'était des marques ponctuelles, une fois toutes les X temps, sur un contenu bien précis, là, j'ai commencé à avoir des vraies opérations commerciales. Des marques qui me suivent pendant des mois, des fois des années pour certaines maintenant, et qui commencent à vouloir être présentes sur Zach en roue libre. On est là, sur l'émission, on aime bien, on suit Zach, mais aussi dans ce qu'il fait et dans les différents trucs, comme par exemple les projets sportifs, les projets liés au voyage, les projets liés à la bouffe et compagnie, tu vois. Et donc... tu peux citer les marques qui t'accompagnent? Évidemment. Donc, par exemple, une marque, si vous regardez mes vidéos, qui apparaît beaucoup en ce moment, c'est Oli, avec qui je travaille énormément. J'ai beaucoup travaillé avec Spotify, qui m'a suivi pendant des années, et notamment parce qu'on a réussi à mettre beaucoup en avant l'aspect podcast sur Spotify. Plus que la musique. Le podcast, c'était important. Et Zach en roue libre est un podcast sur Spotify qui fonctionne très, très bien. Je suis assez content parce qu'on diffuse sur plein de plateformes, dont Spotify. Et c'était important pour moi de pouvoir rendre l'émission la plus accessible possible. Pour ceux qui ont envie d'écouter quand ils sont en voiture ou autre, j'ai toujours été... à un moment, on m'a appelé le youtubeur de l'A83. Parce que, grosso modo, des gens me disaient qu'ils m'écoutaient plus qu'ils ne me regardaient. J'avais trouvé ça assez drôle. Donc ouais, Spotify, Oli plus récemment. Et après, derrière, on a travaillé avec myriade de marques au fur et à mesure des années. Brita, peut-être que ça te dit un truc, c'était là aussi des gourdes. On a travaillé avec des marques de sap. J'ai déjà eu, par exemple, des collaborations avec Adidas. On a présenté le 3e maillot de l'Olympique Lyonnais il y a 3 ans. Donc, c'était pour la saison. Ouais, il y a 2-3 ans. Et après, derrière, plein d'autres marques. Récemment, j'ai travaillé avec EDF. Voilà. Bref, on a fait plein de trucs, quoi. Et ça a vraiment commencé à exploser à partir de 2021. Parce que si tu veux, à partir de 2021, comme je t'ai dit, j'ai lancé ma société. Et c'est là où j'ai commencé à investir. Là où avant 2021, j'étais un créateur de contenu, je vais pas dire un peu mid, mais voilà, quoi. Genre, je payais un peu un monteur, mais j'étais en auto-entreprise, tu vois, c'était pas très sérieux. À partir de 2021, j'ai créé une société et paradoxalement, la création de cette société, elle a vraiment changé le truc. Parce qu'en fait, là, c'était plus je suis en auto-entreprise, les sous rentrent sur mon compte, j'ai 10 000 euros, j'ai investi un peu ou pas, et puis bref, voilà. Là, ça rentre sur le compte de société. Donc, il faut investir et à la fin, il faut se payer. Mais il faut en même temps payer des locaux. Et là, tu peux acheter du matériel parce que tu le payes hors taxe. Ah, tout est moins cher d'un coup. Et puis, cette fois, quand tu investis, ça fait baisser le chiffre d'affaires. Donc, tu payes moins d'impôts. Là où en auto-entrepreneur, tu ne rentres pas réellement tes frais. Tu vois. Si tu es auto-entrepreneur, si tu as généré 1000 balles, si pour générer 1000 balles, ça t'a coûté 1000 balles, tu vas payer des charges sur 1000 balles. Pas pratique quand même. Hein. Là, si pour générer 1000 balles, ça t'a coûté 1000 balles, c'est une opération nulle, tu ne payes pas d'impôts. Je suis dans l'approximatif dans ce que je dis, mais c'est pour donner une idée générale, d'accord? Si vous êtes fiscaliste, je ne suis pas exact à tous les égards dans mes propos, mais c'est pour montrer un peu, pour expliquer un peu la mentale. Et donc, à partir de 2021, c'est vraiment là où j'ai investi. J'ai acheté un setup son, j'ai pris des locaux, comme je t'ai dit, avec un ami à moi. J'ai pris un premier stagiaire, enfin, une stagiaire et un alternant, et j'ai commencé à me payer. Et en fait, quand tu commences à switcher sur ça, c'est là où tu comprends que tu dois être sérieux.
Parce que là, tu n'es plus le seul. Il n'y a plus simplement le fait de se payer. Il y a le fait qu'à la fin, tu dois payer un loyer, le loyer de ton local. Tu dois payer ton alternant et son école. Tu dois payer ton stagiaire. Et ainsi de suite. Et pour faire ça, il faut commencer à développer des choses. Et c'est là où on a commencé à produire des contenus, mais de plus en plus. À avoir des émissions, donc Zach en roue libre, en parallèle Loop, qu'on autoproduisait nous-mêmes à Lyon dans les locaux, à faire des concepts, donc à faire de plus en plus de concepts sur la chaîne, à tenter des choses et à avoir des revenus qui ont permis de rendre le tout viable. Et au fur et à mesure que c'était viable, moi de mon côté, je me suis de plus en plus staffé. Donc je suis passé des auto-entrepreneurs par qui je passais, plus un stagiaire, un alternant, à un stagiaire, un alternant, un CDI, puis 2 alternants de CDI, et ainsi de suite, jusqu'à Zach Nani Prod, ce qu'elle est maintenant. Et Zach Nani Prod, maintenant, c'est quasiment une dizaine de personnes à plein temps. Avec Hugo, qui m'aide énormément, qui est mon directeur général, qui travaille en CDI chez moi, avec Noémie, qui est une fille qui travaille au créatif chez moi, qui est aussi en CDI. Pour la petite histoire, en plus, c'est une personne qui avait commencé à candidater à Zach Nani Prod, donc dans ma société, en 2022. Je ne pouvais pas engager à cette époque-là. Qui a recandidaté en 2023, puis à nouveau en 2024. Puis en 2024, je dis, mais ton profil, il est absolument excellent, en fait. Et en plus, t'as la niaque. Tu sais quoi, viens. Et on l'a engagé comme ça. Parce qu'en fait, en 2022, je me rappelle, j'ai vu son CV, j'ai fait cette meuf, elle est trop forte. Mais j'ai pas l'étal. En 2023, toujours pas l'étal. 2024, là, c'est là, j'en peux. Donc, vas-y, tu peux venir. En plus, t'es déterminé, ramène-toi. Donc, elle a créé son propre chemin et elle est forte. Ça fait plaisir. Et de ouf. Ça, moi, c'est vraiment ce genre d'histoire, ce genre de profil, j'aime trop. Et sache que j'aime entendre ce genre de profil aussi. Ah ouais, vraiment. Ce genre de storytelling. Vraiment, ça m'a fait kiffer. Mais ça fait plaisir. Et tu sais, t'es en train de créer des vocations même auprès des gens. Et rien que pour toutes ces choses-là, moi, je suis obligé de te remercier sincèrement. Tu sais, il y a pas longtemps, j'étais tombé sur une vidéo de Papsan. Ouais. Que j'embrasse au Dédicace. passage, hein, bien sûr. Dédicace. Et tu vois, il a mis en garde la jeune génération parce que tu sais, on a des neveux, on a des petits frères, etc., qui vous regardent avec des grands yeux en pensant que tout est facile. C'est-à-dire qu'on vous voit voyager, on vous voit dans les meilleurs endroits, on vous voit vivre votre best life, etc. Et lui, il a recentré le débat en disant, les gars, ne jouez pas avec les études. Les gars, les jeunes, ne jouez pas avec les études, car c'est les études qui m'ont emmené à Séoul. Et à partir de ça, j'ai pu développer un concept. Mais à la base, c'est les études. Et j'ai trouvé ce message grand et ce message beau. Et il est très important. C'est un message qui est très important et tu as totalement raison parce que la création de contenu, effectivement, comme tu l'as dit, et ça c'est depuis une dizaine d'années déjà à l'époque, les Snapchatters et autres en 2015 qui vendaient un peu du rêve aux jeunes. En fait, comme beaucoup, vous pouvez lancer ça, si jamais ça peut vous intéresser, de manière amateur. Et c'est ce qu'on a tous fait. Et puis, si ça prend, si à un moment ça fonctionne, parce qu'en 2024, 2025, l'aspect découverte n'a jamais été aussi exacerbé. Je te jure, en 2025, je te le dis, tu peux percer plus vite qu'à n'importe quelle époque. Sur les réseaux, je parle dans l'aspect création de contenu. Je n'ai jamais vu autant, et je suis là depuis 10 ans, de créateurs de contenu percer de nulle part, des fois super vite. Parce qu'ils ont retoqué tout l'algorithme depuis un peu plus d'1 an, il me semble maintenant, et que maintenant, et je pense que si vous êtes un consommateur régulier de YouTube et des réseaux, vous avez pu le voir, cette évolution, on a régulièrement dans notre accueil YouTube, parce qu'en fait, comment ça se passe, la discoverabilité, je sais pas comment dire en français, mais le fait de découvrir, il y a quelques années, si tu t'en rappelles, comment consommait-on les vidéos YouTube? L'onglet abonnement. Tout le monde passait par l'onglet abonnement. Tu prenais les créateurs, tu t'abonnais à leur chaîne, et tu avais leurs vidéos, tu allais dans ton onglet abonnement et tu voyais les dernières sorties. C'est comme ça que ça se passait. Et ensuite, qu'est-ce qui a pris le devant sur les réseaux, et jusqu'à Twitter récemment? C'est les algorithmes. À la longue, YouTube et les différents réseaux, leur but, c'était de faire en sorte que les gens restent le plus longtemps possible sur le site. Et pour ça, ils ont commencé à créer des algorithmes qui identifient ce que t'aimes et à te pousser ce que t'aimes et à étudier ton comportement au fil du temps pour, au fur et à mesure, te proposer ce que t'aimes selon le moment. Donc, si en ce moment t'aimes beaucoup le foot, ils vont te pousser beaucoup de foot. Mais s'ils commencent à voir que dans tes habitudes de consommation, tu passes un peu moins de temps quand tu regardes du foot, ils vont commencer à te proposer autre chose. Puis s'ils vont voir dans tes recherches, ça commence à changer, ou alors si dans ce qu'ils te proposent sur le côté, ils voient que tu commences à regarder une autre typologie de contenu, bah, ils vont commencer à te la pousser au fur et à mesure.
Et c'est comme ça que ces derniers temps, sur YouTube, depuis un peu plus d'un an et demi, 2 ans, je ne saurais plus situer exactement, mais c'est vraiment récent, il n'est pas rare dans notre fil YouTube, maintenant que tout le monde regarde sur l'accueil, j'ai les statistiques de comment je les regarde et tout ça, je crois que maintenant, les gens qui regardent les vidéos sur l'onglet abonnement, en tout cas sur ma chaîne et sur la chaîne des créateurs, je crois que c'est moins de 10% maintenant. Maintenant, tout se fait sur l'accueil et sur YouTube qui pousse. YouTube a le droit de vie et de mort sur tes contenus, entre guillemets. L'algorithme, en tout cas. Ça a toujours été le cas, mais encore plus maintenant. Mais en fait, l'avantage de maintenant, je vais te le dire, c'est que là où à l'époque, qu'est-ce qui était mis beaucoup en avant? C'était les tendances, c'était les gros créateurs, c'était ceux qui étaient là, les dinosaures, les classiques. C'est que maintenant, on a de plus en plus de contenus qui n'ont pas de vue, mais qui peuvent atterrir dans nos recommandations, dans notre accueil. Sur le côté, quand tu regardes une vidéo, et tu as sur le côté des propositions. Et je n'ai jamais vu autant de vidéos à 100 vues dans mes propositions, à 80 vues, à 70, à 250, à 500. Mais ça, à l'époque, c'était impensable. Il y a 7, 8, 9 ans, ils ne proposaient pas de vidéos, une aussi grosse mise en avant sur les vidéos qui avaient 100, 200 vues. Et c'est pareil maintenant avec les streamers sur Twitch, et ainsi de suite. Grâce au contenu court, en partie parce que TikTok a fait percer beaucoup de gens, mais que ce soit via TikTok, et donc le fameux algorithme TikTok, que ce soit via les Reels, Insta, le fameux algorithme, X, donc Twitter, où avant, tu regardais quoi? Sur X, comment ça fonctionnait à l'époque? Pendant très longtemps, parce que moi, je suis sur Twitter depuis 2012. Tu avais tes abonnements dans ta timeline, et tu ne voyais que les tweets de ceux que tu suivais, ou alors leurs retweets, et parfois leurs likes. Maintenant, il y a le fameux onglet qui a popé récemment, depuis 2-3 ans, pour vous. Quand tu vas sur Twitter, tu vas pour vous. Exact. Et pour vous, qu'est-ce que c'est? C'est des tweets issus de l'algorithme qui regarde ce que t'aimes, ce que tu regardes, et qui va te pousser de plus en plus de choses. Et après, derrière, tu as toujours l'onglet abonnement. Mais je ne sais pas comment tu consommes Twitter. Mais moi, personnellement, mon onglet pour vous, alors que je suis 2000 personnes sur Twitter, je ne le regarde plus du tout. Je regarde que pour vous. Parce que dans pour vous, c'est là où je vais avoir des tweets des gens que je suis, de l'actu et des trucs selon les trends que je regarde du moment. Ça peut être politique, pas politique, de l'actu, pas de l'actu. Malheureusement, l'actu en ce moment, en plus, est extrêmement négative avec ce qui se passe à Gaza et tout. Mon pour vous, il me donne envie de crever. Mais c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. C'est l'algorithme qui te pousse des choses. Et par exemple, si tu vas regarder 10 tweets anglophones sur un sujet particulier, tu vas après derrière faire F5 dans ton pour vous, il y aura quelques tweets anglophones. Et ils vont regarder, ils vont analyser tes habitudes de consommation et te pousser du contenu lié à ça. Tout ça pour dire qu'en 2023, 2024, 2025, on va recentrer par rapport à ce que tu as dit, c'est vraiment l'ère où, dans la création de contenu, le nombre d'abonnés ne veut plus rien dire. Là où, à une époque, on jaugeait les vues que tu faisais par rapport aux abonnés que tu avais. Si tu avais 500 000 abonnés et que tu faisais 50 000 vues, on disait c'est peut-être pas ouf, 10% seulement des gens qui te suivent ont cliqué et ont regardé ta vidéo. Maintenant, c'est plus ça du tout. Les abonnés, les abonnements, ça veut plus rien dire. Ce n'est qu'un chiffre qui veut dire qu'à un moment donné, des gens ont cliqué sur s'abonner. Mais combien de fois tu as regardé une vidéo YouTube avec la fameuse 47% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés à cette chaîne. Ouais, donc n'hésitez pas à le faire. Parce que maintenant, les gens abonnés, pas abonnés, ça veut plus rien dire. Moi, 1 vue sur 2 qui viennent sur ma chaîne YouTube ne suivent pas ma chaîne YouTube. J'ai 850 000 abonnés, mais c'est un chiffre qui ne veut rien dire. En réalité, pour moi, une métrique qui serait beaucoup plus pertinente, c'est une métrique qui serait peut-être tirée de Spotify, pour reprendre l'exemple de Spotify, ce serait peut-être le nombre de personnes différentes qui t'ont regardé ce mois-ci, comme les auditeurs mensuels. Quand tu vas sur le profil d'un artiste sur Spotify, tu vois le nombre d'auditeurs mensuels. Exact. Et ce nombre d'auditeurs, il monte ou il descend selon l'actualité du gars. Il a sorti un album, ça monte. Ensuite, il a rien sorti pendant 2 ans, ça peut descendre, monter, bref, peu importe. Il y a une réédition, un clip, un truc. Pour moi, une métrique qui serait intéressante pour voir combien de personnes suivent vraiment la personne, ce serait de savoir combien de personnes ont regardé tes vidéos ce mois-ci. Après, bon, à définir c'est quoi regarder une vidéo. Est-ce que quelqu'un qui te regarde vite fait 10 secondes, puis après zap, ne t'a pas regardé, doit rentrer dans les stats ou pas? C'est un autre débat. Mais donc, du coup, voilà. Et donc, en 2025, actuellement, si vous voulez vous lancer dans la création de contenu, c'est vraiment le meilleur moment. Pourquoi? Parce que c'est la période où tu as le plus de ressources pour pouvoir le faire. Sur YouTube, tu as ce qu'il faut pour apprendre à monter, pour apprendre à cadrer, tu as le matériel, tu as des reviews, tu as des machins. Il y en avait déjà à l'époque, attention. C'est comme ça que j'ai appris à monter, moi. Mais maintenant, c'est encore plus évolué. Vous pouvez tout apprendre. Vous pouvez tout avoir en main. Et en plus de ça, vous avez maintenant
des témoignages de créateurs de contenu comme moi ou autres qui racontent des histoires, des choses à faire, à ne pas faire, des trucs comme ça. C'est vraiment la meilleure période pour le faire. Donc, n'hésitez pas à le faire parce qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est pas un souci. Maintenant, ne négligez pas, et c'est là où je vais aller dans le sens de ce qu'a dit Papsan, et c'est un discours que j'ai tenu pendant très longtemps parce que j'ai souvent été très, très, on va dire, touché par la cause des étudiants, notamment à l'époque de 2020-2021 avec la santé mentale et tout. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Si vous voulez vous lancer dans la création de contenu, faites-le, mais faites-le de manière intelligente et ne vous mettez pas en danger. Et si à un moment, la possibilité de faire la transition se présente, dans ce cas-là, n'hésitez pas. Mais en attendant que ça se présente, soyez alerte. En tout cas, les gens apprécieront ces paroles pleines de sincérité. Sincèrement, Zach. Et tu sais, dernièrement, moi, je te voyais t'éclater à travers les différents marathons, etc. Ouais. Tu vois, c'est magnifique, c'est magnifique. Merci. C'était au Japon même. Ouais. Déjà, pourquoi ce challenge? Pourquoi cette envie? En fait, je vais t'expliquer. En 2023, je suis allé au Japon pour la première fois. Donc, pareil, dans l'idée de diversifier le contenu et tout, on a commencé à faire des voyages, mais des voyages de groupe. Donc, j'y suis allé avec mes amis, Yas, Joël et tout. Et on allait au Japon. Le Japon venait de rouvrir depuis pas longtemps ses frontières, depuis les confinements et tout. Nous, on est tous fans de culture, manga, culture japonaise dans son ensemble, tu vois, dans sa diversité, la nourriture, tout ce que tu veux. Et on y va en 2023. Donc 2023, premier Japon, ça se passe très très bien. Il faut savoir que moi, j'ai depuis longtemps, j'avais un embonpoint. J'étais quelqu'un qui était pas non plus énorme, mais j'ai toujours été un peu gros, notamment depuis mon année de 4e, quand j'avais changé de collège, et où j'étais passé d'un collège où je faisais beaucoup de sport, donc j'étais volleyeur, j'avais joué au volley en club, un niveau plutôt correct. Et puis après, j'ai changé de collège, et je suis arrivé dans un nouveau collège où j'ai arrêté le sport, et arrivé la puberté et la malbouffe, et j'avais pris 20 kilos en un an, et j'avais jamais perdu ça, donc j'avais même grossi au fur et à mesure du temps, et grandi. Et donc, du coup, arrive le Japon. J'ai toujours été un peu gros, mais pas si mal que ça dans ma peau, d'accord? Sauf que le Japon, on fait 3 semaines là-bas. Et pendant 3 semaines, on n'a pas cuisiné une seule fois. On a mangé 3 semaines dehors. Alors, dans notre chance, au Japon, ils mangent moins gras, moins sucré, moins salé que nous. Donc, même si tu manges dehors, t'es moins ballonné, t'es moins... voilà. Mais quand même 3 semaines dehors. Et je peux te dire, mon gars, monsieur le chairman, on s'est fait plaisir. Les sushis, les ramen, les grillades, les combini, les boissons, tout ce que tu veux, on s'est lâché total. Et je suis passé de quelqu'un qui était gros, mais pas si mal, à quand je suis rentré en France, j'ai fait, oh là non, je suis énorme. Genre vraiment, c'était une des premières fois où vraiment je me sentais mal dans ma peau. Tu vois. J'ai abusé. Donc, en rentrant sur les réseaux, j'ai réussi à trouver un petit. Donc, j'avais essayé la salle de sport, mais comme beaucoup, j'ai foiré. Quoi, tu vois, genre, t'y vas 2 semaines, t'arrêtes, t'y vas 3 semaines, t'arrêtes, t'y vas 2 semaines, t'arrêtes. Bref. J'ai trouvé un circuit de renforcement musculaire sur les réseaux qui était assez simple à faire et plutôt agréable. Donc, j'allais à la salle et je commençais à faire un circuit de renfort musculaire qui n'intégrait pas le fait de pousser de lourdes charges parce que ça, à la longue, je te cache pas, je trouvais ça ennuyeux. C'est pas ce qui me plaisait. Et à la fin de mes séances, j'ai commencé à intégrer de la course à pied. Donc, un peu de course à pied sur le tapis, 5 minutes, puis 10 minutes, puis 15 minutes. Et à la fin, j'ai essayé de commencer à courir doucement sur le tapis, tu vois. Petit à petit, on essayait. Voilà, l'oiseau fait son nid. Quoi. Donc, je commençais à courir 1 minute, marcher 1 minute, courir 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes sur le tapis, puis 20, puis 30, puis ensuite dehors. Et de là, j'ai fait ma première course. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé, après quelques mois à faire ce renfort musculaire, à lâcher le renfort musculaire progressivement. Et puis, de faire que courir. 10, puis 15, puis 20, puis 30, puis 35, puis mes séances, c'est devenu que du tapis. Du tapis, je suis allé dehors. J'ai fait ma première course en septembre 2023. Donc, la photo Insta existe toujours. C'était un 5 km. 5 km, c'était une course au jardin d'acclimatation, proche de chez moi. J'habite à Clichy à ce moment-là. Et j'étais assez heureux parce que j'ai commencé à perdre du poids, doucement, progressivement.
Et voilà. Et après cette première course de 5 km, il y a France Télévisions qui m'a contacté, parce qu'ils ont vu sur les réseaux que je commençais à faire de la course à pied. Et ils m'ont dit, écoute, nous, on te propose de faire le marathon des Jeux Olympiques. On t'accompagne, d'accord ? Donc, on fait des vidéos autour de ça. Et on te propose un coach plus une structure entière pour pouvoir le faire. Au début, j'ai dit non. Puis ensuite, on a fait un call, 2 calls, 3 calls. Puis à la fin, j'ai dit, vas-y. Et donc, du coup, à partir de décembre 2023, janvier 2024, je continuais à courir, mais jamais en mode prépa. Et j'ai commencé une préparation. Donc, j'ai été encadré par un coach qui s'appelle Dorian, qui est un coach professionnel, qui fait de l'athlétisme. Alors, Dorian, c'est quelqu'un qui s'appelle Dorian Louvet. Il a fait Koh-Lanta. Donc, c'est une personnalité aussi, mais c'est quelqu'un qui fait de la course à pied à un très, 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 très bon niveau. Et en fait, il faut savoir que du coup, il a commencé à me donner mes entraînements et j'ai commencé à repousser mes limites. Donc, de 5 km, je suis passé à 7, à 8, puis un jour à 10, puis ensuite à 12, à 13, puis j'ai fait le semi de Paris. Pour la première fois, j'ai couru un semi-marathon. Waouh, la folie, 21. Après avoir couru 21 km, j'ai commencé à me dire, attends. Donc, le marathon, là, c'est le double de ça. Enfin, je vais jamais y arriver. Et après, une prépa, des efforts, de la diététique aussi. J'étais suivi par Alix, qui était Alix Nobla, qui, il me semble, a aussi fait Koh-Lanta. Mais au-delà de ça, c'est aussi la compagne de Mathieu Blanchard, qui est un très grand champion de trail, un monstre absolu. Vraiment dédicace à lui. Bref, elle m'a suivi sur la bouffe, lui sur les entraînements. Et j'ai commencé à m'y mettre. J'ai perdu 20 kilos. Donc, je suis passé de plus de 120 kilos à 100. Même 98, 99. Voilà, je les ai touchés. Et j'ai fait le marathon pour tous, celui des Jeux Olympiques. Et j'ai réussi à le faire. Donc, j'ai fait 42,195 km en 4h47. Donc, c'était très cool. Et après après ce marathon, je me suis dit, attends, on peut pas en rester là. Donc, je me suis renseigné pour le marathon de Tokyo, parce que je me disais qu'après avoir fait Japon 1, puis Japon 2, donc on a fait des vidéos, des vlogs, des émissions, des machins, ça a très bien fonctionné. Si j'arrive vers les gens, je leur annonce Japon 3, ils vont dire, ouais, c'est bon, toi, Japon 1 fois, 2 fois, 3 fois, genre Japon 14 aussi. Il me fallait une bonne raison de retourner au Japon. Tu vois, un truc où, ok, je vais au Japon, mais il y a aussi un truc sous-jacent. Donc, on a réussi à avoir des dossards payés très cher pour le marathon de Tokyo, parce que c'est un marathon majeur. Donc, un marathon majeur, il y en a 7. Donc, il y en avait 6, il me semble 7 depuis cette année. C'est des marathons où, en gros, qui donnent une médaille un peu spéciale et ils sont reconnus comme des marathons majeurs. Il y en avait 6. Donc, Tokyo, Berlin, Londres, Boston, New York, Chicago. Et je crois que cette année, ils ont ajouté Sydney. Et Tokyo, c'est le premier de la saison. C'est le premier de l'année. Ils lancent la saison des marathons de Tokyo. Enfin, des marathons majeurs, pardon. Et le but de beaucoup de personnes, c'est de faire les 6 dans leur vie. Parce qu'en fait, si tu fais les 6, ça te donne une médaille spéciale des 6 marathons majeurs que tu peux faire dans le monde entier. Donc, on s'est inscrit pour le marathon de Tokyo. Je me suis encore une fois entraîné pour le marathon. Et c'était il y a 2 semaines. Et je l'ai réussi. Cette fois, j'ai fait 4h22. Donc, 25 minutes d'amélioration par rapport à il y a 5-6 mois. Donc, je suis très content. Tu me pousses à courir davantage. Tu sais que j'aime beaucoup courir. Je vais reformuler ma phrase. Tu me pousses à faire des marathons. Tu me pousses à faire des marathons à fond. Tu sais que vraiment, j'ai découvert un sport que j'aime. Ouais. Je détestais courir. Vraiment, mec, à l'époque, j'étais celui où quand il y avait 20 minutes à pied, 30 minutes à pied... Ah, tu me pousses à faire des marathons. J'étais un flemmard, tu vois. Ok. Et en fait, un jour, j'ai acheté une paire de baskets pour courir et j'ai couru. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à voir le progrès et à y prendre goût. Et maintenant, en fait, la course fait partie de mon quotidien. Et je déteste ne pas courir maintenant. Je vais pas avoir le discours de snob là en mode oui, tu sais. Mais c'est une réalité. Ça fait du bien. Ça fait du bien à la tête. Ça fait du bien au corps. Ça fait du bien à l'esprit. Et franchement, la course à pied, je le conseille à tout le monde parce que c'est le sport le plus accessible du monde. Une paire de baskets était bon. Je conseille aussi la montre, si possible. Ça permet de pouvoir mesurer ton rythme cardiaque, bref, des métriques qui aident, quoi. Mais la course à pied, c'est incroyable à quel point tu progresses vite et à quel point c'est vraiment addictif à la longue, tu vois. Donc maintenant, je cours 3 fois par semaine, 4 fois, 3-4 fois. Et je compte enchaîner. Donc, après le marathon de Tokyo, je voulais pas enchaîner sur une nouvelle course.
Et il y a Dorian, mon coach, qui m'a appelé et il avait un dossard à me proposer pour le marathon de Londres qui est dans 40 jours. D'accord. Et je vais le faire. Je vais faire le marathon de Londres. Alors, cette fois, je ferai moins de préparation. Je n'aurai pas un objectif de temps. Je vais juste simplement vouloir le finir parce que je ne me vois pas réenchaîner une préparation parce que c'est très demandant. Hein. Tu sais que les dernières semaines de préparation, tu as des sorties à 20 km, 25, 28, 32. Je te cache pas que 32, c'est 3 heures d'effort. Hein. Et il faut trouver de la place sur ton dimanche, ton samedi, pour aller faire 3 heures d'effort. C'est très, très, très demandant, tu vois. Mais bon, je ferai une préparation moins grosse, mais l'occasion de faire un deuxième marathon majeur pour pouvoir avoir 2 médailles sur les 6 ou 7 et peut-être au bout de quelques années continuer à tenir le cap pour faire les 6 ou 7. C'est magnifique. Et toi qui as beaucoup voyagé, ouais, t'envisages un jour de t'installer à l'étranger? Oui. En fait, c'est pas que j'envisage, c'est un truc que je veux et que je veux depuis longtemps. Alors en fait, je vais t'expliquer. Moi, j'ai grandi en France et franchement, je me suis toujours senti bien ici, tu vois. Mais je me suis toujours demandé au fur et à mesure des voyages, c'est comment de vivre ailleurs. Parce que tu vois, quand je voyage dans un lieu, tu le vois, mais en mode vacances, tu vois. Tu le vois en mode déplacement et tout. Et même si, avec l'expérience des voyages, je considère que je réussis souvent en voyageant à avoir une expérience authentique du lieu où je vais, même si je vais souvent dans des capitales, maintenant, je réussis à en sortir, à avoir des choses qui sortent un peu des sentiers battus. Je sais que vivre dans un endroit, c'est différent. Et c'est un truc que j'ai envie de faire depuis des années. Je ne suis retenu à l'heure actuelle essentiellement que par l'aspect professionnel qui requiert ma présence en France. Mais sinon, vivre à l'étranger, c'est quelque chose qui me tente, tu vois. Et de surcroît, maintenant, en y intégrant un aspect plus spirituel dans un pays musulman, c'est un truc qui me tenterait énormément pour pouvoir voir c'est comment le rythme de vie dans un lieu où tout est halal. C'est bête, mais c'est une variable qui rentre en ligne de compte, même si en France, on a de la chance d'avoir beaucoup de halal, donc c'est pas trop un souci, d'avoir plus de mosquées et pour pouvoir vivre dans un pays où ta religion n'est pas le sujet d'actualité du pays tous les 4 matins. Bon, évidemment, mon sujet, c'est pas de dire que j'ai envie de tout ça en France. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais par contre, pouvoir vivre dans mon pays, au Maroc, tu vois, dans mon pays d'origine. Au Maroc, ça me tente très bien, d'accord ? Tant et si bien que, comme j'ai déjà dit, moi, ma ville de Lyon, c'est ma ville de cœur. J'ai grandi ici et je suis content et fier d'être grandi ici. J'avoue que tenter un jour une expérience au Maroc ou ailleurs, ça peut vraiment me chauffer. Mais une expérience, tu vois, on tente. Ça dit quoi ? Pendant quelques mois, 1 an ou 2, je sais pas. Je veux pas signer de contrat, tu vois. Il y a rien qui me retient parce que j'ai la chance de faire un métier que je peux faire dans le monde entier. Donc, en réalité, un jour, oui, tenter une expérience, quelques mois, quelques années au Maroc, pourquoi pas, sachant qu'en plus, le Maroc, je l'ai déjà dit, c'est un pays où je suis allé pendant toute ma jeunesse et où, à un moment, j'ai arrêté d'y aller pendant plusieurs années parce que j'avais eu des petits soucis, plein de raisons, des trucs familiaux et tout ça. Et donc, de 2012 à 2022, j'y étais quasi pas allé. Okay. Pendant 10 ans, je m'étais déconnecté du pays. Et là, ces 2-3 dernières années, j'ai reconnecté à Donf. J'y suis retourné plein de fois. En y retournant, j'ai eu l'occasion de retrouver mon Darija. Donc, je parle la langue. Et en plus, en ce moment, je suis en train de prendre des cours d'arabe pour parler l'arabe tout court. J'ai reconnecté avec ma famille là-bas. Ma mère y est souvent. Et quand je vais là-bas, j'aime beaucoup, tu vois. Donc, sans dire que c'est un pays parfait qui n'a pas de défaut, c'est pas le sujet. Encore une fois, l'idée, c'est pas de l'herbe, c'est plus vert ailleurs. C'est simplement pour... J'ai envie d'expérimenter. J'ai envie de voir c'est comment. Parce que quand j'y vais, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, je m'y sens bien, que ce soit au Maroc ou ailleurs. Hein. Et du coup, j'ai envie de pouvoir voir ce que ça donne. Tu vois, j'ai eu la chance aussi d'aller en Arabie. En janvier dernier avec Yass et Hugo. Et en juin dernier, pour la première fois, j'ai eu la chance de faire le pèlerinage. Et ça a été une expérience unique, tu vois, complètement folle. Et j'ai envie de voir ce que ça donne la vie dans ce contexte. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Hein. Sincèrement, c'est tout ce qu'on te souhaite, mon cher frère. Merci. Et sans transition, t'es entrepreneur. Ouais. Moi, je veux que, parce que t'es un bon vivant, voilà, t'as envie de te tester. Et t'as raison d'aller dans tous les terrains, de te diversifier. Franchement, je t'encourage et je te félicite. Merci. Mais que fais-tu précisément ? T'as des chaînes de resto ? Combien ? On va en parler. Déjà, faut comprendre et il faut savoir que j'ai
J'ai toujours été, comme tu l'as dit, un bon vivant. Amateur de bonne nourriture et de moins bonne. Hein. J'aime bien le fast-food, mais j'aime bien aussi ce qui n'est pas fast-food. Mais bon, si un jour j'ai pesé 120 kilos dans ma vie, vous vous en doutez, ce n'est pas pour rien. Et surtout en tant que Lyonnais, avec nos tacos. Et au-delà des tacos, la scène de la street food lyonnaise est très fournie en restaurants de qualité. Tant des petits restos qui ne sont pas de la street food, mais qui ne font même pas du fast-food, mais qui sont de qualité, comme des fast-food qui sont ancrés et qui ont marqué la ville. Hein. On peut citer La Marinade, on peut citer Hammamet. Franchement, je pense qu'on peut citer Hammamet, qui est à Charpennes, à Villeurbanne. On peut citer Ain El Fouara, plein d'autres adresses. Et là, ce que je cite, c'est des fast-food de Lyon qui sont là-bas depuis plusieurs années. C'est des entités à Lyon. Beaucoup de gens les connaissent. Moi, dans ma création de contenu, dans mon contenu, j'ai commencé à faire des vidéos liées à la cuisine ou à la bouffe depuis 2018 ou 2019. Donc ça fait maintenant... Putain, 6-7 ans. C'est dingue de dire ça. Je faisais des vidéos où on cuisinait avec Joël, mon gars. On faisait des challenges. On allait dans des restos. On faisait plein de trucs. Et après avoir passé des années à être au fourneau, à tester des choses, bah, à l'inverse, on est allé nous-mêmes tester des choses, mais sans cuisiner. Et je me suis rendu compte que c'est bête, mais tu sais que les vidéos où juste on goûte des trucs font beaucoup plus de vues que toutes les vidéos où on allait tester, mais cuisiner nous-mêmes. Je sais pas, peut-être que les gens ils préfèrent voir des gens manger que de voir des gens cuisiner. C'est paradoxal, mais en tout cas, c'est un truc que j'ai vu. Donc, pendant quelques années, on a fait des vidéos cuisine. Je te dis pas tous les jours, hein, mais on en faisait plusieurs fois dans l'année. Et depuis 2023, on a fait des vidéos street food. C'est devenu à part entière dans mon contenu où je fais des vidéos où je vais tester d'autres restos. Et on a testé des restos dans tous les sens, essentiellement des fast-food. Hein, je vais pas mentir, on n'a pas testé beaucoup de restos classiques, mais des fast-food dans toute la diversité que tu peux trouver dans le fast-food. Et en fait, quand je dis fast-food, je compte beaucoup de choses. Ça peut être des fast-food ou des restos de spécialité. Par exemple, Joël m'a ramené dans des restos où ça faisait le fameux... c'était quoi? C'était du foutou, tu vois, des trucs comme ça, des chaînes qu'on peut trouver à Paris qui étaient de qualité. C'était quoi? C'était African Fusion. African Fusion, bien sûr, je connais très bien. African Fusion. Et c'était très, très bon, African Fusion. J'avais kiffé. Bon, voilà, je vais pas dire qu'African Fusion, c'est du fast-food, mais je considère ça comme dans le cran des restos qu'on peut couvrir. Donc, on a commencé à faire des vidéos où on testait des fast-foods hypés des réseaux. Parce que tu vois, tu as dû le remarquer, depuis quelques années, le marketing des restos a complètement changé. Il est beaucoup passé par les réseaux sociaux, avec les pages qui te conseillent où aller manger, trouver des bonnes adresses et tout. Donc, nous, on s'est dit, bah, c'est quoi, on va prendre les adresses que ces pages conseillent et on va aller les tester. Et on va voir est-ce que la hype est justifiée, méritée ou pas. Et on prenait vraiment que des bonnes adresses. Franchement, c'est très rare que dans ces tournages, on ait fait des restos qui étaient vraiment ratés ou foncièrement mauvais. On a franchement fait des trucs qui étaient peut-être pas si hype que ça, mais globalement, on a fait que des bons ou de l'excellent. Après avoir fait ces vidéos qui ont eu franchement un très bon retentissement, j'ai eu vraiment beaucoup de vidéos qui faisaient beaucoup de vues, on m'a contacté. Donc, on m'a contacté fin 2023, mes associés actuels, qui sont des associés qui ont une expérience déjà dans la restauration. Ils avaient travaillé chez des grosses sociétés qui ont déjà lancé des marques, qui ont eu des restaurants physiques, des dark kitchen, des burgers, des machins, des bidules, bref. C'est des gens qui ont déjà bossé dans ça. Et ils m'ont dit, écoute, on aimerait lancer une société et la faire avec un créateur de contenu qui aime ça, a une légitimité dans ça et qui peut participer à l'élaboration de cette marque. Ils avaient déjà, par des contacts, un premier restaurant qui était chaud de devenir cette marque. Tu comprends? Donc, on a réfléchi avec mes associés. Ils m'ont proposé justement de faire des sandwichs autour du msemen, qui est un pain traditionnel qu'on retrouve au Maroc, au Maghreb, bref, partout. Et à partir de là, on a développé des recettes. Dans mes associés, il y a des gens qui sont plus spécialisés dans résoudre les problèmes, chaîne d'approvisionnement, process. Et il y en a, ils sont plus sur administratif. Et il y en a, ils sont plus sur cuisine. Et donc, du coup, entre ce que eux m'apportent et ce que moi j'ai apporté, on a créé la Case d'Alerie. La Case d'Alerie, c'est ma chaîne de restaurant. C'est ma marque que je possède avec mes associés. On possède chacun un pourcentage de la marque, d'accord? C'est divisé entre leur entité et la mienne.
Et on a eu un premier restaurant qui était un restaurant qui faisait déjà des sandwichs, mais où ça fonctionnait pas de malade, et qui a rebrandé pour devenir une casse-dallerie, à savoir la première. C'est allé très vite. En novembre 2023, octobre, on a commencé à discuter du projet et à mettre en place les recettes. En février 2024, ça a ouvert. Février 2024, j'ai commencé à communiquer autour auprès de ma communauté. Et c'était ça l'idée de lancer avec un créateur de contenu, parce que je suis pas dupe. Ils sont pas venus me voir simplement parce que j'aime bien la bouffe. Ils sont venus me voir aussi parce que quand tu lances une marque, quand tu es accolé à quelqu'un qui a la capacité de ramener un public, ça aide. Je suis pas débile, d'accord? C'est aussi pour ça que vous avez vu beaucoup d'autres créateurs de contenu lancer des marques similaires et qu'il y a eu cette question il y a quelques mois. Je me rappelle, pourquoi tous les créateurs de contenu, ils lancent des burgers, des machins, des trucs. Chacun voit midi à sa porte. Il y a aussi un aspect business. Et ça, on va pas se mentir, tu vois, c'est des coûts, mais c'est aussi des revenus. Et donc, du coup, moi, quand on m'a proposé, je me suis dit, bah, c'est cool, ça peut me permettre d'avoir un projet autre que la création de contenu pur et de découvrir des choses. Qu'est-ce que c'est d'avoir une marque? Qu'est-ce que c'est d'en faire la promotion? Je n'avais jamais vendu de produits à ma communauté en dehors des opérations commerciales. Mais les opérations commerciales, je ne considère pas ça comme le fait de vendre un de mes produits. Tu vois, si je vais te dire, si je vais être en partenariat avec une marque, je vais faire la promotion des produits d'une marque, mais ce n'est pas mes produits. Là, les sandwichs, la casse-dallerie, c'est mes produits. Avec mes associés, mais c'est mes produits. C'est des recettes que j'ai imaginées avec eux, que j'ai validées avec eux. J'ai eu un impact dessus pour lequel je suis assez content. J'ai pas fait le prête-nom. Le prête-nom, c'est tenez, mettez le nom Zak Nani, gérez vos trucs, je fais la pub, je suis content, j'encaisse et non. Et encore maintenant, quand on fait des recettes, quand on fait des choses, on discute à plusieurs et je suis content d'avoir un impact parce que c'est vraiment ma marque. Et avec eux, toujours. Je tiens à le dire, avec eux. Donc, on a lancé le premier, la casse-dallerie, qui s'est lancé en février 2024. J'y suis allé le premier jour, sold out. Les gens ont kiffé. Donc, je suis très content. Puis, on a fait évoluer la marque. On en a lancé un deuxième. Donc, on a trouvé un deuxième franchisé à Bordeaux, quelques mois plus tard. Donc, qui a ouvert, il me semble, au début de l'été, en mai ou en juin. Mai ou juin. Dans la foulée, on a eu un deuxième en région parisienne, à savoir le Valois. Donc, on a ouvert à Levallois. Et après Levallois, en août, donc 2024, on a ouvert finalement dans ma ville, ce qui est absolument nécessaire, à Lyon 3e. Pour l'instant, les casse-dalleries, c'est essentiellement des restaurants qui faisaient quelque chose et puis qui ont arrêté et qui sont devenus des casse-dalleries. Et depuis quelques mois, on travaille parce qu'en fait, ce mode de fonctionnement nous a permis d'ouvrir des restaurants très rapidement. Parce que grosso modo, on prenait un resto, on le rebrandait, on faisait un peu de travaux, on leur apprenait les process, les machins, les trucs, puis on ouvrait. C'est comme ça qu'on a fait 4 restos en moins d'un an. Et c'est un truc de ouf de faire 4 restos en moins d'un an. Les gens s'en rendent pas compte. Parce que quand je parle d'impact que j'ai voulu avoir au niveau de la marque, un des trucs dont on a discuté avec mes associés et que je leur ai vraiment fait comprendre, c'est que moi, je fais des vidéos autour, mais je suis aussi un client. Et moi, l'expérience sur place, pour moi, elle est primordiale. Et il faut qu'elle soit présente et de qualité. C'est pour ça que je n'ai pas voulu lancer un truc en dark kitchen. Et je ne crache absolument pas sur ceux qui l'ont fait, tu vois. Ceux qui l'ont lancé essentiellement en dark kitchen, il n'y a pas de souci. Dark kitchen, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est les cuisines laboratoires. C'est des laboratoires cuisine qui ont des gens qui effectuent les recettes dedans, mais du coup, c'est que en livraison. Tu ne peux pas aller sur place, t'asseoir, commander, avoir une expérience, tu vois. Et moi, la commande, même si mon historique Uber Eats est, tu te doutes bien, rempli, je commande sur Uber Eats et les plateformes plusieurs fois dans l'année, je vais pas faire l'hypocrite, mais je me suis dit, si je lance un truc, j'ai envie de quelque chose où les gens, ils peuvent aller sur place, ils peuvent goûter et ils peuvent se poser, se dire, je suis dans le restaurant de Zak. Et c'est des recettes que Zak a pensées avec ses associés, avec une chaîne d'approvisionnement faite avec mes associés, comme je t'ai dit, et de qualité. D'accord ? Et sur cet aspect-là, je suis assez content parce que je trouve que c'est réussi. Là, on est en mars, donc ça fait 1 an et 1 mois. On a toujours 4 restaurants. Il y en a d'autres qui arrivent. On est en train de travailler. Parce qu'après avoir ouvert 4 restos très vite avec un peu de travaux, de déco, un peu facile à mettre en place, on a travaillé ces dernières semaines, ces derniers mois sur la DA des restos pour réussir à faire en sorte d'ouvrir un peu moins vite, mais par contre d'ouvrir des restos qui sont plus aboutis. Pas que ceux qui sont existants ne sont pas aboutis, ils le sont devenus, mais ils étaient assez simples au départ. Si tu regardes le premier resto, les images dans les vidéos,
Il n'y a pas beaucoup de déco. Il y a une petite DA, mais ça a permis d'ouvrir vite et de tester les recettes, prendre les retours des gens, les améliorer. Est-ce que les menus sont bons? Est-ce que la taille est suffisante? Est-ce que la garniture, là, elle est bonne? Cette recette, elle plaît ou pas? Cette recette temporaire plaît ou pas? Comment se passe le marketing? Et ainsi de suite. J'ai beaucoup appris depuis 1 an. Et là, maintenant, les prochains restos qu'on va ouvrir, et ils arrivent, ils vont être dans d'autres villes. Il y en aura un autre aussi en région parisienne. Et ces restos-là, ils ont la vocation à être plus grands, plus beaux. Et on va avoir des décorations qui seront pas standardisées, mais qui font que si tu vas à la Casdalerie à Paris ou alors à Lyon ou ailleurs, eh ben, tu ne seras pas complètement dépaysé. Chaque resto aura sa particularité, évidemment. Le tout, c'est pas de dire que ce seront des copies. Mais ce seront des restos qui auront une expérience qui représentera la qualité qu'on a envie de donner aux gens. Et c'est vraiment sur ça qu'on travaille. Après avoir fait les 4 premiers, et je suis assez content parce que, j'avais communiqué dessus en février, tu sais, quand un créateur de contenu lance un truc, il peut y avoir ce truc de effet d'annonce, ça boum, puis après, ça doucement, ça arrête de fonctionner au fur et à mesure. En février, 1 an après la sortie de la Casdalerie, on a fait notre plus grosse semaine jamais enregistrée en termes de chiffre d'affaires et de vente de sandwich. Et ça, je suis très content parce que on a une vraie clientèle, des gens qui viennent régulièrement. On a un produit que je trouve de qualité. Après, il y a un truc que j'ai appris à accepter dans la restauration. Vraiment, c'est que les restaurants, ils ont, surtout quand tu travailles avec une chaîne, quand c'est pas ton resto, c'est que ils ont une vie. Un restaurant, ça a une vie. Un restaurant, c'est jamais linéaire. C'est-à-dire que dans un restaurant, ça va jamais toujours bien se passer. Ça va avoir 3 mois où ça se passe très bien. Puis ensuite, pour une raison, ça peut être le départ d'un cuisinier, ça peut être à des moments peut-être des employés qui ont l'habitude, tu sais, le train-train quotidien qui fait que tu peux être peut-être un peu moins attentif sur certains détails. Ça peut être avec le temps, certains process qui sont moins respectés ou autres. Tu peux avoir 1 semaine ou 2 où c'est moins bien. Puis après, tu prends les retours des gens, tu vas voir ton franchisé, les employés, tu leur dis faites attention sur ces détails. On a eu des retours concernant peut-être certains sandwichs qui n'étaient pas au niveau de la qualité qu'on a envie de servir. Puis tu essayes de faire en sorte que ça s'améliore. Et donc ça s'améliore. Et après, il y a des hauts et des bas. Et ça, j'ai appris à l'accepter. Et ça, tu es obligé parce que forcément, en tant que créateur de contenu, mon image est mise dedans. Moi, quand quelqu'un me dit je suis à la Casdalerie, j'ai envie qu'il ressorte et qu'il me dise c'était bon. J'en ai eu pour mon argent. Tu vois. Parce qu'en plus, ça a un certain prix. Le prix a fait débat et on en a discuté des tonnes de fois. Et je peux, si tu veux, expliquer des choses dessus. Mais grosso modo, l'idée, c'était quoi? C'était de me dire, les gens, ils viennent, ils ont des bons aliments, des sandwichs de qualité qui leur remplissent le ventre et qui, quand ils sortent, sont contents. Et ils peuvent même venir avec leur famille, éventuellement, et ils sont contents. Et des retours qu'on a de manière majoritaire, c'est largement le cas. Et je suis très, très heureux. Mais j'ai appris à accepter que de temps en temps, c'est pas le cas. Ça, c'est déjà arrivé que des gens viennent me voir et me disent que ils ont peut-être pas aimé leur sandwich pour X ou Y raison. Alors, je fais toujours une différence, c'est que les goûts des gens leur sont propres, tu vois. Par exemple, quelqu'un, il va me dire que le thon harissa, il trouve qu'il a pas piqué assez. Bon, j'ai envie de te dire, chacun voit midi à sa porte. Quelqu'un va me dire que dans le kefta cheddar, et pour lui, les oignons frits, c'était trop. Bon, là, on est sur du goût, tu vois. Par contre, quelqu'un qui vient me voir et qui me prend une photo, qui me dit que le sandwich a été purement mal fait ou autre, là, on est sur un défaut de fabrication ou de réalisation. Mais la chose étant que quand tu fais 100, 200, 300 sandwichs dans la journée, les gens, c'est pas des robots, c'est des humains. Il peut y avoir un petit raté, surtout de temps en temps sur des périodes de rush, quand tu es à 19h30, que tu dois en sortir 10 ou 12 et que tu les fais à la chaîne et tout. L'erreur est humaine et c'est totalement compréhensible et elle fait partie du processus. Et ça, j'ai appris à l'accepter. Au début, c'était un peu chiant en mode putain, je mets mon image dessus, j'espère que les cuisines, elles vont être sérieuses, qu'elles vont jamais foirer et tout. Mais jamais foirer, ça n'existe pas. Et c'est normal, on est humain. On fait tous des erreurs à des moments, moi le premier. Et donc, du coup, avoir à des moments la vie d'un restaurant, c'est logique. Et je l'accepte. Et j'accepte, et je remercie énormément un truc, et je l'ai dit dans plusieurs vidéos, c'est les gens qui nous ont donné notre chance, qu'ils aient eu une bonne expérience. Et c'est l'écrasante majorité. Et puis ceux qui ont eu peut-être un moment une expérience qui était moins bonne, je les remercie. Je leur dis merci, parce que déjà, une chose, vous nous avez donné votre chance, puis le temps aussi et l'argent, hein, c'est bête, hein, mais c'est réel. Et puis pour le reste, je prends votre retour.
Si je peux dépanner, dédommager. J'essaye toujours de dédommager un peu. Et si c'est pas possible, j'espère que vous saurez revenir et peut-être un jour avoir une expérience qui colle plus à ce qu'on a envie pour les gens. Mais voilà comment ça se passe et c'est très stimulant et ça se passe très bien. Eh ben, ce sera le mot de la fin, tout ça. Franchement, Zach, merci infiniment pour Merci à toi. toutes les valeurs que tu portes, tous les messages que tu nous diffuses. Honnêtement, tu es généreux, tu donnes des tips alors que tu n'as pas à le faire en réalité, tu vois. D'un simple gamer, on a fini par trouver un grand entrepreneur et c'est ce qu'on aime. On aime ces parcours atypiques, on aime ces storytelling et on aime surtout les gens qui donnent. Tu vois ce que je veux dire? On est dans un truc de transmission et pour ça, une énième fois, Zach, je te dis merci, frangin. Merci à toi pour l'invitation. Franchement, c'est un honneur de passer ici. Et je te renvoie l'appareil. Il faudra que tu viennes me voir un jour. Hein. Ah, faudra que tu viennes me voir. Hein. Tu vas y passer. Je te le dis, tonton. Tu vas y passer. Faut que tu viennes dans un camp libre. Le public veut en savoir plus sur toi. Pour le reste, sur tout l'aspect transmission et tout, oui, pour moi, c'est important de pouvoir discuter, de pouvoir transmettre, expliquer, être transparent et surtout donner. Tu vois, donner à des gens qui nous donnent le truc qui a le plus de valeur dans le monde. L'un des trucs qui a le plus de valeur dans le monde, c'est le temps. Exactement. C'est le temps. Exact. En fait, mais ça, tu vois, ça, c'est un truc qui est sous-estimé. Mais quand les gens nous écoutent, ils nous accordent un truc qu'ils ne peuvent plus rattraper. L'argent, tu peux le rattraper. Tu peux rattraper des tonnes de choses dans la vie. Le temps, tu peux pas le rattraper. Et je suis pas en train d'avoir un discours de motivateur à 2 balles. C'est pas le sujet. Mais quand quelqu'un prend le temps d'écouter ta vidéo, d'écouter le podcast comme on est en train de faire, le contenu, ou le temps de venir à ton restaurant ou autre, bref, t'as capté, il t'accorde une espèce de confiance d'honneur, absolument, tu vois. Absolument. Et c'est à moi, à nous, d'essayer de faire en sorte qu'ils en aient eu pour leur temps. Ou pour leur argent, mais surtout pour leur temps. Pour leur temps, parce que c'est plus précieux. Exactement. Et le temps, c'est très précieux. Et donc, du coup, à côté de ça, si on réussit à divertir, si on réussit à mettre en avant des choses, la course à pied, le dépassement de soi, la spiritualité, la création de contenu, la restauration, on essaye et tant mieux si ça trouve preneur, s'il y a des oreilles à qui ça parle. Ça fait chaud au cœur, Zach. En tout cas, t'es vraiment smart, t'es vraiment bien câblé, comme on dit dans le jargon. Et il fallait que je te le dise. Et une énième fois, merci. Et là, je parle vraiment au nom de toute l'équipe, Zach. Un grand plaisir. Sincèrement. Merci pour l'invitation. C'était le tiers et 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects. Avec mon pote frangin, j'ai nommé Zach Nani pour We Hustle. Mes paroles valent tiers. Peace. We hustle, baby.